Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Up and Thunder, le seul podcast français sur la franchise d'OKC. C'est Pierre qui vous parle. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode après un All-Star Break prolongé pour nous. Voilà, on a attendu qu'il y ait quelques matchs qui se passent quand même pour aborder la fin de saison parce qu'on entre maintenant dans les 25 derniers matchs, 20 derniers matchs bientôt de la saison, le sprint final. Bon, un sprint qui a une saveur moindre pour OKC vu le classement, on en reparlera. Mais quand même, il y a des choses qu'on attend. Et pour en parler, je suis avec Constant. Comment ça va, Constant? Ça va, effectivement, comme tu l'as dit, c'est pas vraiment un sprint, c'est plutôt un semi-marathon, on va dire, puisque il faut quand même rester sur ta vitesse de croisière que tu as pu avoir, parce que dans l'autre conférence, on va dire, il y a une équipe du côté de l'Ohio qui pousse fort au niveau du bilan victoire-défaite, mais il faut aussi t'économiser, garder des ressources pour ce qui risque de se passer après la mi-avril. Donc effectivement, c'est un sprint final, mais si on considère que le sprint, il fait 1500 mètres, quoi. Ouais, tu donnes pas tout direct, quoi. T'es Mm. tranquille, tu démarres tranquille, tu regardes ce qui se passe. Non, bah voilà, l'épisode du jour. On va parler un petit peu de ce qui s'est passé ces derniers matchs pour appuyer nos propos, mais on va surtout parler de nos attentes vis-à-vis de la fin de saison. Il y a pas mal de choses qu'on va aborder. Il y aura pas que du Chet Hartenstein. Ça, on va en parler, mais il y aura pas que ça, bien sûr. Donc, on est venu chacun avec des petits points à aborder, des choses qu'on aimerait voir se développer, qu'on aimerait se voir confirmer peut-être d'ici la fin de saison pour être on va dire au prime le plus près à l'aube des playoffs. On va dire Mm. qu'ils sont dans, allez, un mois et demi maintenant, peut-être pour OKC. Ouais, c'est ça. Ouais, un mois et demi, ouais, c'est ça. Un mois et demi. Un mois et demi de prépa pour gérer ça. Et comme tu l'as dit, gérer aussi la santé, on va y revenir. Euh, je vais commencer parce que tu m'as fait une transition avec le classement. Mais moi, le premier point avec lequel j'étais venu, c'était quand même la parenthèse avantage du terrain, j'ai envie de dire. Bon, avantage du terrain, honnêtement, qui à l'ouest est allez, quasi assuré à 90%, Ouais, t'as 10 défaites d'avance ouais, sur le deuxième. même avec une Quasi. blessure de Shea, je pense qu'on le garderait, honnêtement. C'est possible, mais Franchement, ouais, t'es pas loin, hein. voilà. Sauf cataclysme ultime, on aura l'avantage du terrain jusqu'au final de conférence si on y va, et voilà. Donc ça, c'est plus trop dans la course. Et moi, je m'étais noté quand même de garder l'avantage du terrain sur toutes les équipes de l'Est. Allez, la seule incertitude, c'est les Cavs. Boston, j'avais un petit doute, mais ils ont encore perdu la nuit dernière contre les Cavs, justement, si je ne me Hmm. trompe pas. Donc ça refait un peu de retard pour eux. Ouais, il y avait un peu cette incertitude-là. Et après, il y a ce duel face aux Cavs que tu as commencé d'aborder et qui, eux, ils lâchent pas grand-chose. C'est comme nous, quoi. Ça va être la guerre jusqu'au bout. Mais je pense que le minimum, voilà, c'est d'être top 2 bilan de la ligue, voire essayer d'accrocher le top 1. Peut-être sur une dernière journée, on va voir comment ça se profile. Oui, bah, de toute façon, tu parlais du bilan que tu pouvais avoir par rapport à Boston. Boston est à 18 défaites. OKC est à 11 défaites. Ça veut dire que d'ici la fin de saison, il faudrait qu'OKC soit en, je sais pas, allez, 14, 14-8. À 14-8, c'est pas le rythme de croisière du Thunder sur la saison, Mm. hein. À n'importe quel stretch de la saison, tu n'as jamais été sur ça. Donc, non, je pense que ça voudrait dire que Boston devrait finir quasiment parfait la saison, doit remporter limite ses 20 derniers matchs ou ses 22 derniers matchs, pendant qu'OKC atteint même pas les 60 wins, ou allez, perd plus de 20 matchs. Enfin, j'ai beaucoup de mal à y croire. Je pense que la course va se résumer avec Cleveland pour avoir l'avantage du terrain sur tous les playoffs, si jamais tu vas jusqu'au final NBA. La problématique, je pense, c'est au niveau du calendrier, puisque Cleveland évoluant dans la Ligue 2 de la NBA, on va dire que leur calendrier est un petit peu plus simple que celui d'OKC, surtout que OKC, on va pas se mentir, et pas sur le stretch le plus difficile de toute la saison. Le stretch le plus difficile, il arrive Il juste arrive. après, là, il arrive Il dans arrive, quelques ouais. jours. À partir du back-to-back, enfin, à partir de la deuxième nuit de back-to-back face aux Rockets, là, on arrive dans un stretch qui va être compliqué, dont on parlera probablement sur la chaîne Wear Thunder, mais effectivement, OKC va jouer une fois Boston, va jouer deux fois Denver, va jouer deux fois Memphis, va jouer deux fois Houston, va jouer deux fois les Lakers d'ici la fin de saison. Là où les adversaires les plus durs du côté de Cleveland, c'est deux fois les Knicks, une fois Memphis, et ensuite tu es sur Milwaukee, Indiana, Détroit et les Clippers qui mettent plus un pied devant l'autre. Donc ça va être très difficile, hein, du côté de Casey de maintenir potentiellement, pas de maintenir, en tout cas de rattraper cette petite défaite d'écart qui te sépare de Cleveland pour avoir le meilleur bilan de toute la NBA. Mais effectivement, je pense que déjà à l'ouest, c'est plié. Mais pour ce qui est aussi de Boston, je pense que c'est aussi plié. Il y a peut-être un autre truc aussi d'ailleurs, au-delà du meilleur bilan de la ligue, c'est le meilleur bilan de l'histoire de la franchise. On Hmm. n'a peut-être pas parlé, mais ça peut être un objectif pour cette équipe-là, hein. Parce que 2012-2013, c'était combien? 62? 60-22. 60-22, 60-22. pardon, ouais. Ouais. Honnêtement, si tu gagnes pas 60 matchs cette année avec cette équipe-là, je serais un peu déçu.
Oui. Je pense que cette barrière-là, il faut l'atteindre et je pense que ça peut être un petit objectif pour eux, d'aller chercher un petit objectif d'équipe et en même temps personnel pour certains, mais d'équipe, d'aller chercher, ce bilan-là, ouais. Oui, bah, et puis tu as aussi l'aspect où tu ne veux pas, enfin moi je l'avais dit, je sais plus dans quel épisode je l'avais dit, perdre moins de 20 matchs, j'avoue que c'est un petit accomplissement qui est quand même sympathique, de perdre moins de 20 matchs. Après il y a cette histoire du meilleur net rating de toute l'histoire. Ouais. OKC est un peu moins dans la course puisque tu as perdu quelques matchs, mais avant le break, je crois qu'OKC était en avance sur les temps de passage des Bulls 95-96, quand même une dinguerie à dire. Enfin, faut être très honnête. Là, il me semble que OKC doit être 3e ou 4e avec le net rating actuel, sachant que Cleveland est à 11.3 de net rating, OKC est à 12.6. Enfin, globalement, vous prenez OKC cette année, Cleveland l'an dernier et Boston de l'an dernier. Il me semble que tu as 3 équipes qui sont dans le top 12 des meilleurs net ratings de l'histoire en l'espace de 2 saisons. C'est pas mal. Ça montre que tu as Ouais, c'est 3 équipes qui dominent un petit peu leur ouais, sujet. on sous-estime un peu cette domination d'ailleurs, ça on parle pas trop, mais OKC, roule sur l'Ouest, Cleveland roule sur tout le monde depuis le début de saison avec une très bonne constance, donc ouais, c'est un peu sous-estimé. Mais effectivement, il y a peut-être cet aspect record, 62, 60 wins à aller chercher. Ça, je pense qu'on peut l'atteindre et ça peut être un objectif même, atteint, j'ai envie de dire, avant les 2-3 dernières journées où bon, peut-être qu'un Shea voudra quand même, louper un match pour être tranquille. J'ai aussi envie de dire quand même qu'il faudra pas trop en abuser de ça parce que tu auras un peu de repos avec le play-in. Là, pour le Mm. coup, tu devras attendre ton adversaire, 2 rencontres pour le jouer probablement, quoi. Oui, et puis tu as aussi l'aspect, les victoires par 10 points d'écart ou plus, puisque tu pas très loin finalement du record all-time qui est de 50 des Lakers 71-72. Bon, il reste, OKC, il reste 23 matchs, donc il faut que tu en remportes 12 sur les 23 à 10 points d'écart. C'est pas complètement inatteignable, tu es en avance, hein, il me semble, sur les temps de passage puisque tu as joué, Ça ouais, se c'est fait, ça, hein, ça ça se se fait. fait, hein. Si tu gardes le même rythme que ce que tu as actuellement, ça se fait, effectivement, puisque tu remportes plus d'un match sur 2 par 10 points d'écart, donc effectivement, tu peux l'atteindre. Sachant que le OKC de 2012-2013, donc l'équipe qui gagne 60 wins, on avait remporté 44. C'est le 9e meilleur bilan, enfin c'est le 9e plus gros total de l'histoire. On sous-estime un petit peu, je trouve, cette équipe d'OKC. En même temps, il y a eu Patrick Beverley pour faire un reach-in sur le ménisque de Russ. Mais voilà, je trouve qu'il y a plein de records un petit peu historiques que tu peux aller chercher. Le record de franchise, potentiellement le net rating, potentiellement le plus grand nombre de victoires avec 10 points d'écart. Enfin voilà, il y a plein de petits records que tu peux aller chercher. Mais pour rejoindre ton point un petit peu sur le bilan, et moi pour en faire un, ça fait embrayer un petit peu en dehors de l'aspect purement tactique. Bon, si Shea pouvait aller nous chercher le MVP, je ne serais pas contre. Je ne serais pas Heu, contre. ouais, le problème, c'est est-ce que c'est vraiment dans ses mains maintenant? J'ai envie de dire, Pour moi, oui. c'est ah, tu penses? Moi, j'ai l'impression de toute façon, il va être à ce niveau, là, toute la saison et que soit il l'a pas, mais c'est pas il pourra pas faire mieux, quoi. Franchement, je vois Toi, oui, le, toi, t'attends les le doubles 9, le confrontations, 9, ouais, ouais, le ouais. 9, le 9 mars à OKC, le 10 mars à OKC face à Denver. Tu peux être sûr. En plus, les votants, ils sont très focus sur les moments. Si tu fais 2 grosses perfs face à Denver et que tu gagnes les 2 matchs, il y a moyen que tu puisses clore la conversation assez rapidement. Si jamais tu perds les 2 matchs et que Jokic est très bon quand toi tu es pas très bon, il y a moyen que ça relance le débat. Mais en l'état, de toute façon, vous regardez, hormis le MVP ladder de NBA.com qui met à chaque fois Jokic MVP, mais en même temps, c'est une personne qui fait son MVP ladder, mais vous regardez les différentes cotes, du côté de Vegas, Shea est toujours favori, un peu moins favori que ce qu'il était avant le All-Star break, mais il est toujours largement favori pour remporter le titre de MVP. Quand ESPN a fait son sondage au moment du All-Star break, je crois qu'OKC et Shea devaient avoir 66 premières places, je crois. En tout cas, il y avait un rapport quasiment de 2 tiers, 1 tiers entre les premières places pour Shea et Jokic. Donc, si la saison s'est arrêtée au moment du All-Star break, Shea aurait probablement été élu MVP. Donc voilà, c'est surtout sur ce côté-là où je me dis, il faut préparer les playoffs. Mais si Shea peut potentiellement préparer les playoffs tout en continuant à faire quelques grosses perfs au scoring, un petit peu de playmaking, tout en gagnant ces 2 matchs-là face aux Nuggets, ça pourrait peut-être pas faire de mal et ça pourrait peut-être lui donner un trophée qui, on va être très honnête, lui tend les bras. Enfin, pour moi, c'est lui qui peut le perdre plus que Jokic qui peut le gagner Mmh. en l'état. Ouais, c'est vrai que ça fait pour le coup, un petit moment que tu pas eu de moment chez un peu marquant, un peu, pas comme les semaines où il avait enchaîné les matchs à 50, Mmh. enfin voilà. C'est vrai que là, actuellement, il est un peu plus en mode automatique, j'ai envie de dire. Voilà, je mets mes points, je suis frappé tous les matchs, c'est impeccable, Mmh. on en reparlera. Mais, ouais, c'est vrai que ces 2 confrontations-là, même si en soi, elles changeront pas grand-chose, surtout pour 2 joueurs qui sont pas en match-up direct, hein. Mmh. Oui, c'est vrai que dans l'aspect,
dans l'aspect mental des Narratif. votants, ouais, narratif, ça joue effectivement, ouais, tu as raison. Après, je sais pas, est-ce que là, Denver est remonté deuxième, certes, mais c'est pas forcément ils sont pas remontés sur OKC, quoi. Ils sont juste passés Mmh. devant les autres, j'ai envie de dire. Donc Mmh. ça, oui, c'est un critère, mais en soi, il y a toujours autant d'avance pour OKC, ils dominent toujours autant. Mmh. Donc ça, bah, ça devrait rester à l'avantage d'OKC comme avant. Après, ouais, je suis comme toi, j'avais vu pas mal de shea pendant longtemps, mais quand tu vois que les joueurs du mois, le dernier est tombé pour Jokic ou autre, je pense que le prochain, il y a peut-être moyen aussi à voir. Ouais, franchement, ça se débat, hein, Ça va parce être que kiff-kiff, ouais, ça va être ouais. kiff-kiff encore. Ouais, je t'avoue que je serais pas serein jusqu'au bout, moi, hein. Enfin, à part effectivement s'il fait une fin de saison, bah, les 2 matchs contre Denver, on gagne 2 fois de 20 points, il en met 50 sur les 2. Bon, tu fais aller, Ouais, ça peut-être pas, ouais. j'exagère, là je dirais: «Bon là, c'est fait». Mais je serais pas serein jusqu'au bout, je pense, hein, alors que en fait, je vois pas ce qu'il peut faire de plus. Moi, c'est ça qui m'embête, c'est que je vois pas, il joue et on dit ça tous les ans, mais il y a un moment, Shai, il pourra pas être meilleur que ce qu'il est. Enfin là, Bah, à chaque fois chaque fois on à dit chaque ça, à fois on chaque dit fois il ça, mais trouve là, le moyen. Tu vois, il y là, a un cette année, moment, tu vois, cette année, en début de saison, qu'est-ce qu'on a râlé sur l'augmentation du volume à 3 points. On a l'impression que ça commence petit à petit à porter franchement, ses ça fruits. marche, hein. Ça Ouais, ouais. marche, hein, franchement, hein. On pourrait en parler longtemps, hein, on pourrait analyser ça, mais moi, la sélection qu'il a à 3 points maintenant, je la trouve vraiment intéressante, effectivement. Donc, ouais, je suis d'accord, à tous les ans on dit ça, mais il y a un moment où bah, Jokic a son prime, lui, il approche de son prime, et s'il l'a pas cette année, bon, bah, qu'est-ce qu'il faudra qu'il fasse de plus, quoi. Mais l'argumentaire est valable dans l'autre sens. Qu'est-ce que C'est Jokic peut vrai, faire de plus c'est vrai, que c'est la vrai. saison Bah, de être premier, marteau qu'il est en être train d'envoyer? premier. C'est vrai être premier, c'est vrai être premier, mais vraiment il y a cette mieux défendre peut-être potentiellement, même Il si y a ça aussi, ouais, il y a ça aussi. c'est pas souvent évoqué, on va dire, quand il faut, un peu, réduire le dossier Nikola Jokic. Mais non, effectivement, pour Shai, je trouve que au-delà de marquer 50 points, je trouve qu'il faut surtout qu'il ne retombe pas dans ce qui est dans les travers dans lequel il a pu tomber là depuis le retour de Chet, d'être assez passif. Et c'était pour ça l'an dernier que moi j'étais pas vraiment chaud sur le dossier chez MVP, que j'étais plus Jokic et que je le trouvais assez passif, notamment sur les débuts de match. Je sais pas, on en reparlera après quand on évoquera la double line-up d'intérieur, mais je le trouve assez passif à partir du moment surtout à partir du moment où Chet est là. Un peu moins agressif, un peu plus, dépositaire du jeu. Je pense pas que ça réussisse, vraiment, enfin que ça serve vraiment son dossier, mais sur cet aspect-là, ouais, je me dis: «Continue à garder cette agressivité», même si, comme tu l'as dit, depuis les derniers matchs, quand tu es systématiquement trappé, c'est difficile d'être agressif comme il a pu C'est l'être sur ça. certains stretches de la saison. Ouais, je pense qu'il y a 2 choses. Bon, il y a les trappes, on va y revenir. Il y a un aspect un peu moins agressif. Il y a des matchs, il est pas le plus gros, tireur d'OKC, ce qui Mmh. m'embête quand même un petit peu. Alors Mmh. même s'il tire 15 lancers francs à côté, des fois, sur ces matchs-là, c'est pas lui qui a pris le plus de tirs, donc c'est un peu embêtant. Et à côté de ça, ouais, on reparlera de Chet ensuite, mais j'ai l'impression qu'on veut lui faire prendre du rythme aussi. On lui dit: «Vas-y, joue tes situations, joue tes drives, prends tes tirs, profite, de ces moments-là». Le temps qu'ils sont là, parce que ça a pas duré longtemps là, et pour Un l'instant il match est sur out. 2 là, hop. Voilà, un match sur 2 plus une mi-temps là, pour l'instant on Ouais. est tombé sur le 50. Ouais, il y a un peu de ça effectivement, oui, de pas tomber sur la facilité ou de se reposer un peu trop tôt pour aller verrouiller le trophée et valider une saison, bah, comme on a rarement vu, hein, honnêtement, hein, ou dans Oui, bah, l'histoire de la ligue, dans voilà, c'est et les 2 sont énormes, hein. De toute façon, ouais, les deux font des saisons qui sont absolument extraordinaires, et si l'un n'était pas là, l'autre aurait été élu MVP dans un fauteuil. C'est vraiment il a ouais, fallu qu'il y ait, Jokic pour qu'il y ait un débat sur la saison de Shai, il a fallu qu'il y ait Shai pour qu'il y ait un débat sur la saison de Jokic. Donc ouais, c'est une belle bataille qu'on va suivre, même si, comme tu l'as dit, le fait que Denver soit repassé 2e, c'est très serré, hein. Finalement, vous regardez Denver, Memphis, les Lakers et les mmh, Rockets, il y a 4 équipes qui se tiennent en une défaite. Donc suffit que tu aies une mauvaise série, surtout que Denver, ils ont un calendrier qui est très difficile d'ici la fin de saison. Ils ont le 3e calendrier le plus dur, ils jouent quasiment que des équipes à plus de 50. Suffit que Denver enchaîne, je sais pas, 3 défaites de suite, tu peux très vite te retrouver 5e, et du coup, les narratives au niveau du classement, on les connaît, changent complètement. Donc effectivement, je pense que ça va être, serré jusqu'au bout, mais OKC de faire le boulot en gagnant les 2 matchs face à Denver à domicile en plus. je pense qu'ils sont, il y a une croix sur le calendrier quand même là. En plus, Ouais. sur la saison, tu à quoi? 1-1 contre eux? Oui, 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 oui. Ouais, je pense que c'est bien marqué, oui, parce que tu avais gagné le premier avec Chet là, en Ouais, et tu dominant, et le deuxième tu perds avec un Russ qui était très fort, aussi dans mes Ouais, c'est souvenirs. ta 1re défaite de la saison, c'est face aux Nuggets, c'est ton 1er match de la saison, c'est face aux Nuggets. Mais effectivement, il y Ouais. a on a été, enfin, je me rappelle, quand le calendrier avait été posté, j'avais cité un petit peu les match-ups clés,
j'avais dit le double affrontement face aux Nuggets au mois de mars, potentiel duel pour le MVP. Pour une fois, j'avais Là, été t'avais beaucoup été bon, ouais. clairvoyant sur ce. Et ma hot take de la saison, elle a été vérifiée, ou en tout cas, elle a été faite. C'est plus une hot take, et plusieurs fois. Voilà. Je suis tombé sur la bonne année. La seule année ouais, que je dis pas chez à plus de 50, c'est Constant qui l'a et qui marche. Donc il fallait ça. Mais Ouais. tant mieux. C'est une bonne hot take. On est content de l'avoir validée, celle-ci, on va dire. Bon, bah, on a quand même cité ça, mais on va en parler. Moi, mon point, un autre point que j'avais envie d'aborder, bon là on rentre sur le terrain, on rentre sur un cœur du sujet, c'était de continuer de travailler sur les adaptations adverses et sur plusieurs aspects. Il y en a deux principalement, c'est la défense en trap sur Shea, donc les prises à deux sur Shea qui sont maintenant de plus en plus régulières. Là, j'ai l'impression que les équipes se font plus chier du tout. C'est dès le début du match, maintenant on trappe Shea, et on en reparlera, mais c'est probablement des choses qu'il va devoir affronter en playoff. Et la défense de zone aussi, très régulière, très régulièrement présentée face à OKC, hein, et je pense qu'à raison, hein, honnêtement, c'est une adaptation qui fait sens hein, quand on joue au OKC, je pense, pour limiter les drives, pour favoriser les 3 points des role players, etc. Bon, ça fait complètement sens. Alors il y a plusieurs choses. Moi, déjà, sur la zone, je trouve que récemment, même depuis le All-Star Break, il y a eu des gros progrès dans l'utilisation de pas mal de choses. Je vois beaucoup plus de joueurs mis au poste haut, et d'ailleurs pas que des intérieurs. On a vu Shea en prendre des tirs, on a vu Wiggins, on a vu Kenrich qui est très bon dans cette position. Après, on a vu bien sûr Hartenstein et autres, mais voilà, des bonnes situations où on donne la balle au poste, c'est ce qui permet de distribuer derrière. Quand tu joues de la zone et que tu donnes Hartenstein au milieu et que tu as Chet qui est un loop derrière ou des choses comme ça sera très intéressant dans la suite. Ou même pour un Wallace qui cut, là, qui est très bon actuellement sur ça. Voilà, ça c'est vraiment intéressant. Plus aussi d'utilisation d'écran, ce qu'il ne faut pas oublier sur la zone, et ce qu'on a tendance d'oublier certaines équipes, mais à tous les niveaux d'ailleurs, de faire des écrans sur la zone, des écrans porteurs qui peuvent mettre en difficulté, qui peuvent te donner facilement un pull-up, j'ai envie de dire, parce que tu crées un décalage, il faut communiquer derrière pour venir fermer le porteur de balle, parce que le joueur qui est sur cette zone-là n'est plus là, concrètement. Et puis après, ça a toujours été un peu le cas, mais tu trouves toujours des tirs ouverts à 3 points sur cette zone, et je trouve des tirs ouverts, allez, on va dire un peu plus long ou créé, je sais pas comment dire, sur la possession qu'avant. Avant, on faisait une passe, il est tout seul, bon, bah, tire. Maintenant, tu as eu 2-3 actions, tu as eu des drives, tu as partagé un peu la balle. Voilà, et ça, je trouve ça bien plus intéressant. Et le bon exemple, c'était Minnesota, où on les a eu 2 fois en 2 jours. Enfin, en un jour, même, oui. Enfin, du coup, enfin, en un jour. Où tu as eu une fois, on les joue très bien, on met les tirs, tout va bien. Une fois, on les joue très bien, on met pas les tirs. Et ils ont fermé complètement la raquette, du coup. Et là, tu t'es appris un très gros comeback, comme OKC les met souvent. Là, on l'a pris, effectivement. Mais alors, déjà, sur ce point-là, je trouve que vraiment, il y a des progrès sur la gestion du ballon, la sélection des tirs. Et ça, c'est. Je sais pas si en playoff, il y aura beaucoup de zones, mais ça, déjà, c'est intéressant. Oui, je suis d'accord avec toi. Je trouve que les gens ont peut-être un peu surréagi, enfin, comme souvent, on va dire, face à une équipe qui perd peu, les gens ont souvent tendance à surréagir dès qu'elle perd un match. Mais ça ne vaut pas que pour OKC, ça valait pour Boston l'an dernier, ça vaut aussi pour Cleveland cette année. Il y a eu beaucoup de réactions à chaud, on va dire, suite à la défaite face à Minnesota. Pour moi, je pense que le problème était plutôt défensif qu'offensif. Même si voilà, tu as loupé 18 3 points de suite, je vais pas te dire que c'est une bonne performance, mais j'avoue être assez perplexe quant au fait que tu puisses acclamer la façon dont tu as su faire déjouer la zone face au Wolves sur le premier match, notamment dans le 4e quart-temps, et critiquer la façon dont tu t'es planté, on va dire, sur la zone face au Wolves sur le deuxième match, alors que concrètement, la seule différence entre le premier et le deuxième match, c'est que les tirs rentrent sur le premier et rentrent pas sur le second, parce que sinon les tirs, c'est plus ou moins les mêmes, hein. On va être très honnête, c'est plus ou moins les mêmes tirs. Tu as des situations, voilà, Shea est trappé, il y a une passe de décalage, potentiellement c'est J-Dub qui reçoit la balle, soit J-Dub tente le tir, soit il décale pour Caruso, pour Lou Dort à 3 points ou pour Wiggins à 45 degrés. Enfin, l'utilisation de la zone était pareil. La seule différence, je trouve, entre le premier et le deuxième match, c'est que vu que tu n'avais plus d'intérieur, tu n'avais pas Hartenstein potentiellement, soit pour faire du short roll, soit pour envoyer un joueur qui cut. Enfin, tu étais vraiment centré que sur le 3 points sur le deuxième match. Mais un petit peu sur le premier aussi, hein, quand tu vois que Chet te met des grands 3 points sur le premier match, quand tu vois que J-Dub met des grands 3 points sur le premier match. Enfin voilà, je trouve que sur la zone, on a été peut-être un peu trop critique, ou l'avis général a peut-être été un peu trop critique sur le deuxième match, alors que
globalement, tu as des bons tirs. Oui, tu peux critiquer un petit peu le manque de variété. Notamment, tu as une situation, il me semble que c'est milieu de quatrième quart-temps, où tu as Shea qui est servi un petit peu poste haut, un petit peu en tête de raquette et qui arrive à se déjouer de la zone. Là, tu l'as pas trop vu par la suite, mais sinon, les tirs sont les mêmes. Et je pense que de manière assez globale, on sous-estime un petit peu le fait que OKC rencontre beaucoup de zones sur les derniers matchs et que tu as assez peu de matchs en fait où tu n'arrives pas à faire démonter la zone. Notamment le premier match en sortie de break là, face à Utah, franchement, ils envoient quasiment 48 minutes de zone, ça t'empêche pas que tu leur en colles 130 points dans la figure. Donc je trouve que sur l'utilisation de la zone, OKC est quand même beaucoup moins en galère que ce qu'OKC a pu l'être par le passé. Et surtout, tu es dépendant de ton rendement à 3 points, mais comme ton adresse à 3 points augmente depuis le début de la saison et ne fait quasiment qu'augmenter au fur et à mesure que la saison progresse, eh ben, tu arrives de plus en plus à faire déjouer cette zone-là. Donc sur les zones, je ne sais pas si tu en verras beaucoup en playoff, mais même sur les trappes, j'ai envie de dire que je ne suis pas convaincu que tu en verras tant que ça, parce que je pense que les équipes qui jouent beaucoup de trappes ont moins confiance dans le fait qu'ils puissent avoir un défenseur capable de stopper Shea que certaines équipes que tu vas jouer en playoff. Genre Brooklyn, ils se disent pas on a un défenseur sur le point of attack qui est capable de stopper Shea. Là où des équipes, je sais pas, comme Dallas, comme les Clippers, peut-être même comme, je sais pas moi, ouais, c'est déjà pas mal. Les Rockets, potentiellement, sont peut-être moins enclins à envoyer de la trappe parce qu'ils auront un gros défenseur sur le point of attack. Après, honnêtement, je suis pas sûr qu'il y ait des joueurs capables d'arrêter Shea actuellement. C'est juste ça là. Oui, il y en a pas beaucoup, je pense. Tu Bon, peux le mais freiner. oui, effectivement. Oui, tu peux le freiner un peu, mais ouais, effectivement. Houston, ouais, notamment avec Thompson et tout, je trouve ça. Non, mais je suis d'accord avec ce que tu as dit. Et même, j'ai envie de dire que le deuxième match contre les Wolves, je trouve que ça a plus souligné la nécessité d'avoir quand même un intérieur que vraiment en mode tu n'as pas su attaquer leur zone. Parce que Hartenstein, alors oui, on va en parler avec Chet, etc. Mais dans le jeu, il est vraiment très précieux, en fait. Même s'il met pas ses push-shots, mais qu'il les met quand même souvent, dans le passing et dans plein de choses, il est vraiment très précieux. Et même sur zone, d'avoir une menace au rebond offensif comme il peut être, etc., c'est vraiment intéressant. Donc moi, je trouve que c'est plutôt ça qui a été mis un peu à mal par les Wolves. Et d'ailleurs, j'étais même surpris à un moment que Jay Will ne joue pas plus sur ce match-là. Honnêtement. Ouais, honnêtement. Alors, ça a marché un moment, mais j'ai été surpris qu'il ne le retente pas plus tôt parce que je crois qu'il le remet en prolongation, si je me trompe pas. Il y a un Mais passage voilà. au quatrième quart où il le met aussi Ouais. un tout petit peu. Je pense qu'il a pris ce virage-là, il a tenté, mais pour moi, il aurait presque pu jouer plus. Et voilà, et je trouve que ça a surtout souligné ça. Et en fait, après, vis-à-vis des trappes, sur trappe, en fait, ça se rapproche de la zone parce que tu vas chercher à mettre la balle au même endroit pour créer un surnombre et ensuite jouer ton 4 contre 3 et avec la balle au poste ou en short roll, ça va un peu s'en rapprocher. Maintenant, pour moi, la différence, et je t'en avais parlé un peu avant, c'est que sur trappe, je trouve que Shea ne les gère pas encore assez bien. Alors, je sais qu'il y a eu. Certains ont souligné les progrès, nanana, mais il y a encore trop de situations où il est au milieu de terrain. Il fait une passe de merde dans l'aile qui part dans les tribunes. Il s'obstine à dribbler sur place ou à faire je ne sais pas quoi. Enfin, il y a une mauvaise gestion, je trouve, des fois, de ce qu'il peut faire. Là où parfois, il devrait juste être agressif et passer les joueurs ou splitter entre les deux, comme l'a pu faire J-Dub là récemment. Enfin voilà, il y a pas mal de choses comme ça où ça frustre en fait quand tu fais le taf défensivement, que c'est un match un peu serré, que t'as Shea qui est trappé au milieu de terrain, il essaie de faire une passe dans l'aile, c'est intercepté par le joueur qui est un peu en aide, et tu prends un 3 contre 1 avec Shea au milieu parce qu'il a pas su faire une passe. Pour moi, c'est un des presque seuls défauts presque de sa saison, c'est un défaut, c'est un grand mot, mais c'est un des seuls trucs où ouais, je suis encore un peu sur ma faim sur ses capacités à attaquer cette trappe, alors qu'il y a des fois, il est très bon, des fois il fait les bons choix, des fois il va scorer tout seul, où il anticipe la venue du défenseur pour driver le premier de l'autre côté, etc. Et ça, en vrai, il devrait l'exploiter un peu plus souvent. Et je trouve que ça va avec ce que tu as dit des fois, où il est un peu plus passif qu'à certains moments, du coup. Peut-être que comme il y a la trappe, il se dit oh, je vais vite lâcher la balle, quitte et du coup faire une perte de balle au lieu de passer le joueur. Ou alors, il y a une autre théorie que j'ai, c'est qu'il veut faire l'action décisive directement, faire la passe qui crée le décalage un peu, soit le décalage ultime, soit le décalage qui amène la passe décisive, et du coup ça pénalise un peu l'équipe. Ouais, peut-être un poil moins sévère que toi, mais je te rejoins effectivement sur le côté où on a souligné, et moi le premier, le fait que Shea au playmaking avait quand même bien augmenté son volume et son rendement sur les derniers matchs. Bon, pas sur le match face à Atlanta, mais les matchs d'avant, il tourne quasiment tout le temps à 8 ou 9 passes parce que justement, sur les trappes,
à partir du moment où il arrive à faire sa passe, c'est soit une passe qui va donner panier, soit une passe qui va potentiellement créer le décalage, comme tu l'as dit. Donc forcément, mécaniquement, on va dire, à partir du moment où tu as une trappe qui fait une passe pour J-Dub ou pour Wiggins ou pour Chet et que le joueur qui reçoit la passe de Shea tente le tir directement à 3 points, on va dire que mécaniquement, ça va augmenter son nombre de passes décisives. Après, sur ça, tu vois, je trouve qu'il a fait quelques progrès au niveau du playmaking, même si pour moi, ça reste assez peu satisfaisant, en tout cas pas complètement suffisant pour dire que voilà, c'est un joueur qui est complètement capable de gérer les double teams. Je suis d'accord avec toi sur le fait que on le voit très peu split les double teams, ce qui est un truc que même des joueurs par le passé qui ont pu être, on va dire, assez critiques, assez vocales sur le fait qu'ils aimaient pas trop les double teams, notamment les Devin Booker ou même les Zion, hein, ce type de joueurs qui ont très souvent subi des double teams par le passé, était capable de split les double teams. Là où Shea, je le mets plus dans la catégorie Anthony Edwards, on va dire, c'est quand il y a une double team, c'est oula, qu'est-ce que je fais? Parce que Shea, il lâche la balle à un moment, ce qui n'est pas le cas forcément le cas d'Anthony Edwards. Il tire à 3 points. Qui tire à 3 points, et pour le coup, lui qui, même quand il voit une double team, continue de voir une opportunité de tirer. Mais effectivement, sur cet aspect-là, je trouve que il est encore un peu trop passif. Il y a beaucoup de situations où il dribble sur place, ou alors il essaye de reculer pour faire ressortir la double team pendant qu'il y a un joueur qui essaye de repiquer vers l'axe du terrain. Donc voilà, je trouve que sur ces situations-là, potentiellement, il pourrait s'améliorer. Après, c'est toute la problématique de Shea, j'ai envie de dire. La problématique, c'est un bien grand mot, mais comme tu n'arrives pas à le mettre en mouvement off-ball ou comme tu arrives très peu à l'utiliser en tant que joueur off-ball, eh ben, tu te retrouves dans des situations où soit les défenses ne le calculent pas vraiment parce qu'il est dans son corner et tu sais, très honnêtement, tu sais que quand Shea est dans le corner, il est quasiment jamais appliqué sur l'action. Il est quasiment jamais impliqué sur l'action. La seule situation vraiment où quand Shea, allez, on va dire, est face au panier, vraiment dans l'arc de cercle, il est vraiment pile au milieu, tu sais que là, il va être impliqué. Quand il est dans un corner ou quand il est à 45 degrés, tu sais que globalement, tu vas pas vraiment t'en occuper. Mais voilà, donc c'est sur cet aspect-là, c'est que quand tu n'arrives pas à le mettre off-ball, et vu que tu n'arrives pas à le mettre off-ball, tu t'en remets à sa capacité à évoluer en tant que porteur de balle, et du coup, quand tu l'as en tant que porteur de balle, tu essayes de lui faire lâcher la balle, ce qui est logique, hein. Mais je trouve que lui, potentiellement, pourrait un peu mieux gérer, peut-être en étant plus en mouvement, peut-être en se rendant un peu plus imprévisible. Enfin voilà, on est sur on demande beaucoup de choses là. Je sais qu'il fait déjà énormément de choses en attaque, mais tu vois, si jamais on dit que Shea il peut pas atteindre de palier supplémentaire, c'est peut-être le tout dernier palier. Bon, alors là, s'il arrive à débloquer au moins un tout petit peu de jeu off-ball, bon, bah là, on va être sur un score implacable. Mais c'est sur cet aspect-là où je trouve dommage, parce que même un joueur comme J-Dub, on arrive un peu à le mettre en mouvement off-ball. Il y a vraiment que Shea où on n'y arrive pas. Bah ouais, et puis le peu de flash où on a vu chez Off-Ball, enfin, c'était vraiment intéressant, quoi. Enfin, tu sais qu'il peut tout faire, tu sais qu'une fois qu'il a un décalage sur un défenseur, s'il est dans son dos, c'est terminé. Enfin, il y a plein de choses qui l'aideraient. Et typiquement, sur une équipe qui se décide à le trapper tout le temps, de le faire démarrer off-ball avec un écran ou un truc, ça limite vachement ça, quand même, je trouve. Alors après, il y a Brooklyn qui trappait aussi J-Dub à certains passages. Il a plutôt bien géré, d'ailleurs, J-Dub, mais parce que je pense qu'il avait une agressivité, justement, supplémentaire et une longueur aussi supplémentaire pour faire les passes qui aide, mine de rien. Si on parle, par exemple, par rapport à Luka, qui est très fort parce qu'il voit au-dessus des joueurs, quoi. Ou Jokic, Shot, donc Shea n'a pas forcément ça. Ouais, c'est vraiment de l'optimisation, là, on en est sur la trappe et du jeu off-ball. Et puis en plus, comme tu l'as dit, là où je suis d'accord, c'est qu'au niveau playmaking, il est meilleur. Il est vraiment meilleur qu'avant. On le voit sur pick and roll avec Hartenstein, il y a eu des choses des jeux à deux qu'il n'y avait pas avant, qui se sont mis en place récemment. Il y a eu des choses avec Chet un petit peu. Enfin, il y a eu plein de choses nouvelles. Et il y a juste sur ça où je ressors un petit peu frustré encore de sa gestion du ballon par passage et pas son attitude parce que c'est un grand mot, mais son agressivité là-dessus, ouais, effectivement. Ouais, mais après, je pense qu'on peut s'accorder sur le fait que voir les trappes et voir le nombre de zones que sont envoyées sur les derniers matchs face à OKC, c'est éminemment positif puisque ça te prépare, on va dire, pour les playoffs. Ah ouais. Potentiellement, si ce schéma venait à se reproduire, de dire, OK, bon, des trappes, c'est un peu ce qu'a vécu Boston face au Heat pendant des années. C'est que comme les mecs qui passaient à chaque fois 7 matchs à jouer de la zone, bah, il y a une année où quand le Heat a envoyé la zone, Boston a fait, bon, c'est bon, on a compris ton truc, là, on va savoir enfin comment on peut l'attaquer. Voilà, on connaît les schémas, on a peut-être enfin compris comment on va pouvoir l'attaquer de manière efficace. Donc, tu vois, je trouve que c'est bien et ça rejoindra, je pense, un autre point qu'on évoquera pour la double line-up Hartenstein-Chet, c'est que au moins, tu as de l'expérimentation et tu auras un petit peu du passif au moment d'arriver en playoff. Tu vas pas arriver comme tu as pu arriver l'an dernier sur la série face à Dallas, faire « Ah bah mince, comment qu'on fait ?»
On n'a C'est jamais ce que vu. j'allais dire. Ouais, franchement, c'est ce que j'allais dire. Ouais. On n'a jamais vu ce type de couverture. On sait plus Ouais. faire. C'est catastrophique. Là, au moins, je trouve que tu as expérimenté. Franchement, je le dis, OKC, c'est mieux attaquer une zone maintenant que ce que ça va attaquer une zone au premier match de la saison. Tu Ah es non, c'est sûr. meilleur dans l'attaque de zone. Il reste juste à gérer les trappes. Bon, bah, les trappes, Ouais. potentiellement, ça dépend pas. Enfin, ça dépend pas que de chez. J'ai envie de dire, ça dépend pas forcément que de toi. Mais tu as des joueurs qui vont devoir step up. Et ça, pour le coup, ils peuvent step up différemment. Ça peut être le passing d'Artenstein. Ça peut être J-Dub qui est capable de prendre plus de responsabilités au niveau du handle. Enfin, voilà, tu as plusieurs manières, on va dire, de gérer les trappes qui sont pas forcément toutes le même schéma. Mais sur ça, en tout cas, au moins, tu auras de la bouteille au moment d'arriver au mois d'avril. Ah non, mais ce que je voulais ajouter aussi, c'est quoi? Ça te fait de la prépa, de la vraie prépa pour ce que tu vas remplir. Alors avec des équipes moins bonnes pour l'instant. Oui. On verra quand on joue Boston, Denver, etc. s'ils font pareil. Mais au moins, ça te prépare à ce que les équipes trappent, fassent de la zone, blindent la raquette, te laissent tirer, etc. Comme il y avait en playoff contre Dallas, concrètement. Bah, contre les Pélicans aussi un peu, mais on mettait les tirs, donc ça allait. Ou Guidi, il mettait les tirs en tout cas Oui. sur cette période-là. Ouais, donc ça, je suis d'accord que c'est intéressant de se confronter à ça. Et après, c'est logique de voir les équipes s'adapter vu la difficulté qu'ils avaient à défendre les drives. Donc ici, là, à partir du moment où tu commences à mettre les tirs, ça devient injouable si tu fais pas ça, je pense, à défendre. Hein. Parce qu'avant, tu mettais pas les tirs, donc ils défendaient la raquette, ils limitaient les drives. Mais là, si ça commence de tirer dans tous les sens, c'est vite un casse-tête, je pense, pour les coachs adverses. Ouais, et puis t'as aussi le revers de la médaille, j'ai envie de dire, sur ce côté-là, puisque tu prends le match face à Brooklyn, par exemple, où Casey passe le match à se faire trapper, peu importe le porteur de balle, sauf Lou Dort, j'ai envie de dire, mais en tout cas, J-Dub et Shea ont passé le match à se faire trapper. Par contre, si vous regardez dans les stats, OKC tente 36 tirs au cercle, je crois que c'est dans le 97e centile sur la saison. Il n'y a que 3 points, enfin, il y a que 3 points de pourcentage d'équipes qui ont fait mieux sur tous les matchs de la saison régulière, et tu dois avoir un pourcentage de réussite qui est indécent au cercle. Donc, Ah ouais. tu vois, ce qui est bien, entre guillemets, c'est que tu as deux types de façons d'attaquer les trappes. Tu as la version Minnesota où tu tentes des 3 points, et tu as la version Brooklyn où tu attaques le cercle. Et je trouve ça intéressant de voir que Mm. tu as deux schémas potentiellement pour contrer ça, et que tu n'es pas forcément obligé de te remettre tout le temps 4 de l'adresse à 3 points. Et que tu peux adapter le personnel à ça, d'ailleurs, aussi, Mmh. je trouve. Si tu mets un Isaiah Joe ou un Chet ou un Hartenstein, enfin, ça peut être ça le changement, d'ailleurs. Enfin, tu vois, c'est pas la même. C'est pas la Ouais. même, et du coup, c'est vraiment intéressant. Mais on arrive Euh, enfin, ça en revient au point qu'a évoqué Sam Presti durant l'intersaison, c'est l'importance du passing, surtout pour l'intérieur, sur ce type de couverture. il dit pas toujours que des bêtises, Presti, quand même. Il est Oh, intelligent, stop. Je sais pas. il connaît un peu le basket. Ouais, c'est bizarre, ouais. Non, ouais, comme quoi, ouais. Il avait plutôt raison pour l'instant, on espère qu'il aura raison, même en playoff, où on était surpris qu'il sorte ça en raison numéro 1 des choses à corriger, mais pour l'instant ça marche. Donc voilà. Mmh, mmh, mmh. Tu veux parler défense un petit peu? Ça y est, c'est le moment. Ouais, on peut parler défense. En filigrane, on va évoquer la double line-up Chet Hartenstein, mais défensivement, c'est pas la meilleure période pour OKC, on va être très honnête. Déjà, si on prend sur le mois de février, OKC n'est que la 8e meilleure défense de NBA. Pour une défense qui, relative à la moyenne de NBA, était la 2e meilleure défense de l'histoire, ça fait un peu mal d'être que 8e sur le mois de février. Je Mm. nous trouve un peu... En fait, je comprends pourquoi tu as une baisse défensive, parce que c'est une défense qui demande beaucoup d'énergie. C'est difficile de garder la même énergie de taré que tu avais là sur une bonne partie de la saison et d'intensité défensive que tu avais sur une bonne partie de la saison sur 82 matchs. Que tu puisses étaler cette intensité et que tu puisses tout le temps garder la même intensité sur 82 matchs, surtout qu'offensivement, on en reparlera après, tu fais des gros progrès. Donc c'est difficile de garder la même intensité en attaque tout en gardant une intensité de fou défensivement. Même si, voilà, je trouve que finalement, OKC et les Clippers sont un peu dans le même tas défensivement. C'est qu'on a deux équipes qui sont très intenses, qui sont très agressives sur le porteur et qui, au fur et à mesure que la saison progresse, commencent à avoir peut-être un petit peu plus de fatigue, peut-être un petit peu de relâchement et qui, du coup, voient une défense un petit peu s'effriter. Mais je suis un peu déçu des dernières performances que tu peux avoir du côté d'OKC. Déjà, je trouve que tu es arrivé presque à une situation où tu es pas gaguesse, mais on va dire tu es trop t'es tellement agressif que le nombre de lancers que tu donnes à l'adversaire, c'est quand même assez indécent. Alors je trouve que les arbitres se sont un peu ajustés aussi à la défense de OKC, n'en Mm, déplaise à mm. Chris Finch, où ça siffle beaucoup plus de trucs, j'ai l'impression, sur OKC ces derniers matchs, mais je trouve que défensivement, tu es peut-être un peu moins dedans.
Tu prends aussi pas mal de cartons à 3 points, que tu n'as quasiment pas vu de toute la saison, hein, mais tu regardes le match face à Brooklyn. Franchement, le match face à Ouais, Brooklyn, ils il y a mettent un tout. moment, c'est indécent. Ah ouais. Les titulaires de Brooklyn tirent à 20 sur 34 à 3 points. 20 sur 34 à 3 points. Le pourcentage est complètement indécent. Mais face aux Wolves, c'est pareil. Je sais plus, c'est le premier face aux Wolves. Oui, le premier face aux Wolves où il tire de manière indécente à 3 points avant de perdre en efficacité dans le quatrième quart-temps. Donc voilà, même le match face à Utah, il tire bien à 3 points aussi. Donc c'est un point que tu n'avais pas forcément sur la première partie de saison où tu étais le meilleur pourcentage adverse à 3 points de toute la ligue. Là, tu as un petit peu de variance, tu as des adversaires qui commencent à mettre dedans à 3 points, mais je trouve que globalement, si je devais retenir 2 points sur cette baisse défensive, c'est que de 1, tu provoques, bon, enfin, tu siffles beaucoup trop de fautes, tu donnes beaucoup trop de lancers à l'adversaire, et de 2, bah, tu n'arrives plus à forcer des turnovers de manière historique comme tu le faisais sur la première partie de saison. C'est que là, si on regarde le turnover pourcentage d'OKC sur le mois de février, il me semble que tu es 12e ou 13e, donc tu n'es vraiment plus du tout à des standards sur lesquels tu étais. Tu as retrouvé un peu ça sur le match de cette nuit face aux Hawks, mais voilà, je trouve que c'est une défense qui doit s'adapter parce que tu as la double line-up à intégrer avec Chet Hartenstein, mais qui en même temps doit pas complètement se dénaturer parce qu'elle a pu montrer sur, allez, on va dire les 50 premiers matchs de la saison. J'ai la stat, pour une fois que j'ai une stat que t'as pas, sur le turnover percentage. J'avais On est à pas, j'ai plus de mémoire. 14,8 sur février. Alors, c'était avant le match de cette nuit contre Atlanta. 14,8, on était 10e seulement. Ah voilà. Et avant, on était à 17,8 et on était premier, bien entendu. Mm. Et non, je suis d'accord avec toi. Moi, comment j'expliquerais ou j'essaierai d'expliquer ça? Bah, comme tu l'as dit, une petite baisse d'énergie, une petite fatigue généralisée sur l'avancement de la saison, etc. Je pense que aussi, tu l'as cité, les progrès offensifs font que ben, tu te reposes peut-être moins défensivement et que tu as envie de garder de l'énergie, de mettre des tirs toi aussi. Enfin, tu te dis que tu peux aussi battre les équipes offensivement. Bon, je pense que tu te l'es toujours dit, mais là, tu le dis vraiment beaucoup. Après, ouais, je pense qu'en fait, je nous trouve par moments beaucoup moins agressifs que d'autres et que tu deviens même, t'es plus l'agresseur, quoi. Des fois, tu deviens vraiment agressé contre les Wolves, tu te fais marcher dessus physiquement par pas mal de joueurs. Nasrid, concrètement, Oh, bah, il te c'est mange. Nasrid contre OKC, c'est Il te mange. On pourra revenir d'ailleurs sur des profils qui nous embêtent, mais voilà, je trouve qu'ils arrivent à cibler des fois que, bah ouais, ils sont en surpression. Par contre, si tu arrives à faire le premier dribble, deuxième, et que tu montes sur les gars, tu vas avoir des fautes, tu vas avoir des tirs. Surtout là, qui commencent de fatiguer, ils seront un peu moins vigilants sur les aides. T'es un peu moins vigilant sur les close-out, t'es un petit peu plus en retard, et du coup, ben, les tirs rentrent, t'as plus de rythme, etc. Je trouve que tu peux vite tomber dans un cercle un peu vicieux, entre guillemets, mais voilà, sur un cercle qui est un peu moins prometteur défensivement et qui te met un peu plus en difficulté. Après, t'es toujours capable de faire des runs comme le quatrième carton contre Brooklyn, là, où enfin, défensivement, c'est monstrueux, ils n'arrivent pas à passer le milieu de terrain, enfin, c'est voilà. Mm. Mais ouais, il y a pas mal de facteurs qui expliquent ça. Après, je pense que tu l'as dit, la double big line-up, bah, quand tu as Chet Hartenstein, tu peux moins être agressif sur le porteur que quand c'est Casson à la place de Chet ou de Hartenstein, quoi. Et ça, pour moi, ça joue un petit peu. Certes, quand ils sont là tous les deux sur le terrain, on y reviendra, tu es beaucoup plus fort au rebond, tu es potentiellement plus fort en protection de cercle. Il y avait un moment, une stat sur les premiers matchs, plus personne mettait un pied dans la raquette et arrivait à mettre un tir quand les deux étaient sur le terrain. Mais par contre, ouais, pour aller gagner des ballons et être agressif loin du panier, bah, c'est plus compliqué parce que Chet, c'est dur de lui demander ça. Surtout Chet en reprise. Bon, là, ça va mieux, on le dira aussi, mais c'est dur d'aller lui faire défendre sur un gars qui lui rend 15 cm et qui va plus vite que lui et qui va lui attaquer au niveau des hanches, en plus, justement, pour qu'il puisse défendre. Moi, je trouve que ça joue aussi un petit peu dans le contexte global d'une défense moins dominante. Après, ouais, je suis d'accord avec toi, c'est qu'actuellement, t'as des adaptations adverses et t'as peut-être un manque d'énergie globale où ouais, t'es un peu moins présent, t'es un peu moins dominant sur cet aspect-là, c'est évident. Après, ça ne paye pas, enfin, ça ne paye pas, ça ne coûte rien parce que t'as de l'avance et que tu gagnes encore les matchs, hein. Mais c'est vrai que c'est un peu plus frustrant. Est-ce qu'on préférait pas la version défensive du Thunder que la version ultra offensive? Je sais pas ce qui est le mieux, honnêtement. Faudrait les deux en même temps. Et quand les deux, Ouais, on l'a vu les deux en même temps et c'était carnage, hein. On l'a ouais, vu bah, deux, trois fois, c'était un carnage. Ouais, je sais pas, honnêtement. Pourtant, Caruso joue de plus en plus, j'ai envie de dire, quand il est là. Donc lui, pour le coup, défend bien. Cason Wallace, bon, globalement, il est encore très bon. Dort aussi. Enfin, le personnel n'a pas changé plus que ça, quoi.
Ils sont peut-être un peu moins forts quand même dernièrement. Enfin, le match de Cason Wallace, heureusement, il se rattrape dans le 4e quart-temps Ouais. face à Brooklyn, mais il fait 3 quarts-temps défensivement avant qui sont infects. Vraiment et Caruso, le 4e quart-temps face aux Wolves, là, le 2e match, je sais pas ce qui se passe dans sa tête, mais c'est le switch off, quoi. Il a complètement déconnecté. La faute sur McDaniels quand tu es à +3 où il lui donne le N1. Mmh. Alors ça, pour le coup, Ouais, mais ouais. c'est des fautes de rookie ou c'est des fautes de mauvais défenseurs, mais c'est pas des fautes de mec qui a été déjà all defensif par le passé. Non, Si non, ouais, c'est Caruso, on sûr. sait que historiquement, il est capable d'avoir ce moment où il switch un petit peu, défensivement et où Et il puis au fait pire, l'erreur. tu fais une méga faute, quoi. Enfin, Voilà, c'est ça, ouais. tu lui mets attaquer même s'il te rend 15 enfin, même si tu lui rends 15 centimètres, mais là, c'est vraiment à +3, 15 secondes de la fin, vas-y, laisse-le. Au pire, Shai, il mettra ses lancers. Et puis voilà, tu arrives sur un jeu de lancer franc, j'ai envie de dire, mais laisse-le marquer au pire. Mais voilà, je trouve que défensivement, peut-être que finalement, OKC est moins fort défensivement, notamment tout ce qui est Lou Dort, parce que t'as pas de gros porteurs de balles en ce moment sur les derniers matchs. T'as pas de mecs sur le point of attack, vraiment, t'es en mode, allez, Lou Dort, là, c'est toi, c'est ta soirée, là, tu me le stops. Tu regardes les derniers matchs, Anthony Edwards, finalement, ne joue pas tant que ça sur les deux confrontations face à Minnesota. Et Brooklyn, il n'y avait pas de gros porteurs de balles. Trae Young, tu l'as plutôt bien limité sur le match de cette nuit. Et finalement, les autres porteurs de balles sur les matchs récents, c'est que des profils qui t'embêtent parce que c'est des profils plus grands et plus athlétiques. Que ce soit les Nasrid, que ce soit les John Collins. Enfin, c'est toujours le même type de profil qui embête OKC et ce depuis 2 ans. Et pour te rejoindre un petit peu sur l'association entre Chet et Hartenstein, bah, c'est difficile quand tu as 2 pivots qui drop d'être une défense agressive. C'est la problématique, c'est que Hartenstein, on le savait au moment de la signature, il fait du drop. Chet, là, il a passé la majeure partie de sa saison l'an dernier à défendre en drop aussi. Donc, tu demandes probablement à Chet de sortir, sauf que pour l'instant, comme les deux s'improvisent pas encore, enfin, se sont pas encore complètement apprivoisés, ou alors parce que tu es plutôt dans une optique de protéger le cercle, tu laisses potentiellement des espaces, ce qui est le cas face à Brooklyn. Hein. Franchement, vous regardez la première mi-temps plus le 3e quart-temps. Bon, tu prends un carnage à 3 points aussi parce qu'ils mettent dedans. Enfin, il y a des tirs qui sont complètement indécents. Au niveau des 3 points, quand tu vois que Killian Hayes est un shooter à droit à 3 points sur ce match-là, tu te dis, bon, il y a peut-être une part de variable que tu ne peux pas maîtriser. Mais tu as quand même pas mal de situations où tu te fais sanctionner à 3 points parce que tu crées un décalage, en fait. Parce que tu es dans une situation où Chet, il va faire du drop. Donc, du coup, l'aide vient potentiellement sur porteur de balle. Il y a un kick-out dans le corner et tu as un demi-espace où tu as un demi-retard à combler. Donc, c'est un point sur lequel il va falloir surveiller et c'est aussi un point sur lequel que moi je veux évoquer, c'est que ce serait bien de pouvoir avoir des joueurs en santé pour pouvoir avoir des certitudes sur ce genre de situation, puisque Chet s'est encore blessé cette nuit, il s'est fait une belle petite entorse à la cheville. Alors, il a pu jouer une partie, enfin, il a pu jouer Ouais. le restant de la première mi-temps. Donc, bon, après, on sait, les chevilles, c'est des blessures chaudes. Bon, potentiellement, tu es capable de jouer et puis le lendemain, ça pique très fort. Mais bon, C'est peut-être pas trop c'est. grave, honnêtement, mais il sera Non, pas là le prochain match, c'est sûr. ouais, face aux Spurs, là, dans 48 heures, Oui, il y sera c'est pas. sûr Et que non. on espère qu'il sera de retour face aux Rockets. Deuxième nuit de back-to-back. Mais effectivement, sur cet aspect-là, défensivement, il va falloir. Tu vois, quand on avait fait la preview ou bien quand on avait évoqué la signature d'Hartenstein, on disait défensivement, il y a pas de question à se poser sur la complémentarité entre les deux. Peut-être qu'il y en a plus, finalement, que ce qu'on pouvait se demander. Ouais, et encore, tu parles de drop, mais ils en font et pas du c'est pas du drop à la Gobert profond, j'ai envie de dire. Hmm. Ils sont quand même C'est dans le presque du edge. contrôle, c'est presque du edge au niveau du joueur, et cetera. Donc, on essaye quand même de les impliquer là-dedans. Après, on le savait, hein, Chet et Hartenstein, on essaye de pas les faire switcher. Ou alors, il faut que ça soit un vrai switch où ils sont à 1 contre 1 et ils défendent le joueur correctement, mais pas un truc avec un pré-décalage où là, Hmm. honnêtement, hein, pour les joueurs NBA, c'est très compliqué à défendre ça, à part quelques ovnis type Adebayo, Davis ou autre, mais voilà, c'est ça, quoi. Donc, non, je suis d'accord avec toi. Après, ouais, je pense qu'il faut t'adapter aussi défensivement quand les deux sont sur le terrain où, Chet, je pense qu'il faut presque, je sais pas si c'est déjà fait, mais Chet, tu le planques presque sur un joueur pour le mettre sous le cercle et tu fais plutôt sortir Hartenstein sur les pick and roll et du coup, t'as Chet qui est là en gardien de but, quoi, en gros, hein. Enfin, en roamer, hein, Romer. complètement, hein. Je pense que c'est ça qui va être fait à terme, donc, on faudra voir, ouais, comment les attaques exploitent ça aussi. Est-ce que du coup, ils essayent de faire sortir le joueur, etc. Après, moi, et globalement, sur les matchs là récemment, c'est ce qu'on a vu, c'est qu'il y a toujours la même problématique. Face à un grand joueur athlétique qui peut un peu tout faire,
un grand ailier ou un. Ouais, parce que Nasrid, c'est en vrai, s'il joue comme un ailier, c'est pas. Ouais, il dribble comme un ailier, hein. Il dribble Ouais, pas comme un il prend pivot. des step back à 3 points, il fait. Ouais, bon. Il est Oui, rapide comme un ailier, c'est un il ailier. joue au poste et tout. Ouais, franchement, ce joueur est quand même assez improbable. Ouais. Mais il y a quand même toujours cette problématique face à ces joueurs-là. Et d'ailleurs, ce qui était intéressant, c'est que Nasrid, il a été globalement défendu par J-Dub. Oui, Donc, alors, il n'y avait pas de Chet sur le deuxième. sur le Et deuxième, et Hartenstein c'était qui se blesse. et on a beaucoup mis J-Dub, mais dès le début sur lui. Mm. Et bah, c'est le candidat numéro 1 pour ces profils PJ Washingtonesque, Nasrid, tout ce que vous John voulez. Collinesque, Evan John Collinet, Mobley-esque. ouais, c'est ça. Mais à chaque fois, ce profil-là t'embête. Et pour moi, Chet, ça devrait être son rôle, en fait, ces jours-là. Même si, oui, les gars bougent vite, etc., c'est lui qui devrait pouvoir assumer ça, notamment sur la double big line-up, quoi, concrètement. Ouais, je suis d'accord, mais c'est une situation que tu n'as pas encore vue. Et je pense que tu arrives aussi sur des matchs où tu n'as pas de problématique, mais où tu as un effectif qui paraît déséquilibré, dans le sens où tu peux avoir la double line-up d'intérieur Chet Hartenstein. Donc, on va dire que la défense sur la défense extérieure n'est pas forcément au mieux. Ou en tout cas, elle est moins au mieux que si tu avais un Cason Wallace à la place d'Isaiah Hartenstein. Et dans le même temps, tu as Isaiah Joe qui te pose d'autres problématiques, que ce soit en termes de Ouais. taille ou que ce soit en termes de physicalité. Du coup, ça donne une défense qui est complètement déséquilibrée avec deux intérieurs qui vont pas forcément être capables de sortir aussi bien que tu souhaiterais, plus un petit assez frêle que tu peux potentiellement te voir faire enfoncer au poste, donc ou se faire enfoncer tout simplement sur juste un blow-by. Donc, je sais pas, moi je trouve que défensivement, t'es en période d'adaptation. Finalement, le fait que Chet soit arrivé, le fait que cette association de deux intérieurs soit arrivée avec 3 mois de retard t'amène dans la situation que ce qu'on pensait que le début de saison allait être. C'est que globalement, tu es en phase de test, hein, on va être très honnête. Hein. En phase de test, de voir ce qui marche pas. Marc Delnote l'a confirmé en conférence de presse après le match face à Brooklyn, il me semble, où on lui pose la question de pourquoi il s'est obstiné autant de temps avec la double line-up d'intérieur alors que ça marchait pas. Il répond parce qu'il faut tester en fait. C'est mon job Ouais. de tester. Donc tu es plus ou moins dans la situation du début de saison, mais avec 3 mois de retard parce que la blessure de Chet, comme on l'avait déjà évoqué au moment de sa blessure, a tout retardé. Ouais, puis après, au moins, tu as 2 versions de ta défense. Mmh. Potentiellement à terme, tu as la version grand, protection de cercle avec les 2. Tu as la version plus petit avec seulement un des 2, voire ultra small ball avec aucun des 2, même si j'y crois pas trop à ça, mais voilà, où tu te diriges plus sur les extérieurs. Enfin, ça, si à terme les 2 sont efficientes, c'est très intéressant pour le coup, parce que tu as des options selon le match-up, selon tes difficultés. Voilà, contre Dallas, tu mets 2 grands. Contre le Boston, Cleveland. sûrement pas. Enfin, tu vois, il y a plein de choses à adapter dans ce sens-là, donc c'est intéressant. Et d'ailleurs, on va faire la transition vers le Chet Hartenstein pour définitivement parler de ça, parce qu'on en a déjà beaucoup parlé. Mais j'ai bien aimé comment Daignault s'est adapté pour le coup, après avoir dit qu'il fallait tester, comment s'est adapté et arrêter de le tester dans le 5 Ouais, majeur. c'est Du ça. coup, Tu le tentes, ce match d'après. Allez, Isaiah, tu sors du banc. Hein. Allez hop. après, ça faisait un peu sens face à Atlanta, vu comment ils jouent et comment ce qu'ils ont voulu mettre en place. Mais j'ai bien aimé les rotations sur le match d'Atlanta, c'est ce que je te disais en off, sur Mm. la gestion des deux, le passage des deux ensemble, un chacun. Kenrich qui retrouve du temps de jeu, pas de Jay Wild avant que Chet se blesse. Enfin, Isaiah Joe plus tôt, Wiggins avec plus de. Enfin, tout était, je trouve, plus cohérent sur ce match-là par rapport à ceux d'avant. Ou voilà. Mais ouais, après, là, de toute façon, ça fait un moment qu'on en parle. Et on attend maintenant sur les 20 matchs que Chet revienne déjà à un niveau proche de son meilleur niveau. Ce qu'il est, je pense, en bonne voie, je sais pas, mais en cours. Parce que rien que post-All-Star Break et avant, c'est plus le même joueur déjà, là, je trouve. Mm. Je trouve À honnêtement que Brooklyn, là, il a bien repris. Et après, il y a bien sûr, on a parlé défensivement, mais offensivement aussi, son utilisation. Quand il est tout seul, sans Hartenstein, ça se passe plutôt bien. Enfin, c'est le même chat que l'année dernière. Hein. Pick and pop, je recherche mes petits drives, mes petits moves. Voilà, c'est plutôt intéressant. Quand il est avec Hartenstein, j'ai vu des bonnes choses. J'ai vu des choses où on ne l'utilisait pas. Ça, au début, notamment, on ne l'utilisait pas du Au tout. début, ouais, c'était dur. Là, on a vu un peu plus de choses, de drive, de jeu off-ball pour lui, où Hartenstein vient lui poser un écran, il recherche un tir, où on le met dans le corner, Hartenstein est en short roll, on lui donne dans le corner, ou alors il joue le backdoor, il va mettre un alley-oop. Et en plus, ce qui est intéressant dans ces situations-là, c'est que Chet est très agressif au rebond off, Mm. de plus en plus. Et comme Hartenstein a pris le grand, et ben au final, il se retrouve assez vite seul et peut scorer sur ces situations-là. Donc il y a eu des bribes
de bonnes choses. Pour juste en stat quand même sur ça, avant le match contre Atlanta, qui aurait un peu faussé les stats d'ailleurs, ils jouaient ensemble 15 minutes par match à peu près, donc c'est assez peu sur 6 matchs, et tu avais 9.2 net rating, donc ce qui est plutôt bon. Et comme on a dit avant, tu avais quand même 75% de rebonds défensifs, 34,4% d'offensive rebond. Donc vraiment intéressant, c'est parmi les meilleurs chiffres pour OKC, ça, si vous prenez les line-up à 2 joueurs, etc. Donc vraiment intéressant. Et 122 d'offensive rating. Honnête. Après, tu as Honnête. 120 en tant qu'équipe. Hein. Ouais, c'est ça. Et 113 de defensive rating. Donc C'est moins bien, ça. voilà, c'est presque, si tu regardes cette stat-là, c'est presque défensivement que tu es un peu moins content, mais offensivement, ça a plutôt bien marché. Non, mais honnêtement, il y a des moments où ça fonctionne bien. Tu as un drive de Chet, Hartenstein vient mettre son tir, son push shot. Tu as d'autres choses qui sont intéressantes. Bon, l'aller ou du milieu de terrain du match contre Atlanta, bon, c'est du situationnel. Mais on commence d'aller vers des choses qui peuvent être intéressantes. Je pense pas que ça soit ta def line-up, si je peux l'appeler comme ça, avec les deux ensemble, mais c'est une option. Enfin, ça peut devenir une vraie option. C'est un peu la question que j'ai envie de te poser avant de vraiment discuter de ça, mais ça va être une question de match-up, bien sûr. Mais si jamais tu es à, je sais pas moi, tu es à 5 minutes de la fin du 4e quart d'un match 6 et qu'il y a 98-98, qu'est-ce que tu balances comme match-up, quoi? Au-delà du simple 5e titulaire où on n'a pas la réponse, d'ailleurs. Hein, parce que moi, je ne sais toujours pas si c'est Cason Wallace ou si c'est Isaiah Hartenstein qui va débuter à partir du moment où les deux seront en santé. Parce qu'il y a bien un moment où. Desnolt ne sait pas non plus. Ouais, voilà. Mais je pense qu'il y a un moment où tu vas devoir trancher. Tu vas devoir trancher en fonction de la match-up, mais tu devras trancher quand même. Puisque si jamais tu joues des match-up en 5 ou 6 matchs, tu vas pas faire un coup Kayson, un coup Hartenstein, donc il faudra trancher. Donc sur ça, je sais pas. Et effectivement, la death line-up, je sais pas si elle est avec Caruso, si elle est avec Hartenstein, si elle est avec Kayson Wallace, si elle est avec Aaron Wiggins. C'est aussi, ça montre la pluralité des profils. Hein. Ça montre que tu as quand même de la ressource, mais effectivement, contrairement à certaines équipes, tu vois, Boston, tu vois, Cleveland, je trouve que tu n'as pas de death line-up avec vraiment un 5e joueur que tu peux dire, OK, dans des situations vraiment tendues, c'est lui qu'il faut mettre sur le parquet à côté des 4 autres. Mais dans un sens, ça peut être bien, parce que c'est un peu un problème de riche, parce que c'est des joueurs qui potentiellement peuvent l'être, mais que comme tu as peut-être mieux à côté, tu sais, après, moi, actuellement, Aaron Wiggins, on va en reparler ensuite, je le mets tous les jours, quoi. Hein, je le mets tous les jours. Après, j'ai envie de te dire, même entre Chet et Hartenstein, pour l'instant, en fait, moi, je me suis habitué, j'ai envie de dire, au jeu avec Hartenstein. Et ses dribble and off, les push shots, etc. Et là où Chet est en reprise, et alors, par contre, quand il a la balle et des fois sur les drives et tout, il fait vraiment des très bonnes choses là. Mais je suis habitué à cette façon de jouer avant et j'ai du mal à m'adapter pour l'instant. Quand il y a Chet, ça me fait un peu bizarre. J'avais oublié à quel point des fois c'était dur pour lui de dribbler, etc. Enfin, je suis encore en réappréhension de Chet Holmgren sur le terrain. Donc c'est assez bizarre ce sentiment. Mais tu vois, même moi, ça me choquerait pas que il y a un moment, tu as juste une attaque à faire. Est-ce que tu es capable de mettre Hartenstein pour poser un énorme écran? Et enfin, tu vois, ça peut être ça. Hein. Après, pour moi, le 5e titulaire, ouais, ça va être du situationnel. Hein. J'ai de plus en plus de mal à voir certains finir. Un Joe, j'ai du mal. Caruso, j'ai un peu de mal. Parce que si c'est une défense à faire, ouais. Par contre, Kesson et Wiggins, pour moi, c'est 2 candidats importants. Ouais. Tu vois, Caruso, je trouve que, bon, il loupe un match sur 2, lui aussi. Bon, le dernier match, il a été laissé au repos puisque c'était son anniversaire. Wink, wink. J'imagine que les boîtes de nuit du côté de l'Atlanta sont fameuses. Mais tu vois, Caruso, franchement, on l'a critiqué. Qu'est-ce qu'on l'a critiqué, Caruso? Oui. Parce qu'il est tout le temps blessé, parce qu'il met pas un panier, etc., etc. Je trouve que Caruso, il n'est pas dans les sommets qu'il atteignait l'an dernier du côté de Chicago, mais c'est quand même mieux au tir, hein, notamment à 3 points. Bah, il a 48% en février. Qu'est-ce que tu veux dire? Voilà. Bon, après, il joue un match sur 2, mais moi, je prenais plus le sample de 2025 où il est à 42-43% la dernière fois que j'avais vérifié la stat. Enfin, je trouve que Caruso, même, tu vois, même dans le playmaking, il est de plus en plus impliqué. Enfin, je trouve que c'est un joueur qui, petit à petit, est en train de monter en rythme, que ce soit dans son apport offensif ou que ce soit dans son apport défensif, même si j'ai dit qu'il avait un petit peu déconnecté sur la fin de match face à Minnesota. Mais tu vois, il n'y a plus du tout de situation en début de saison où, quand Caruso porte la balle, je suis en mode oh là là, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va regarder le panier? Est-ce que voilà, je suis relativement confiant maintenant à partir du moment où Caruso a la balle, à partir du moment où tu as un décalage qui est créé pour Caruso ou que tu as Caruso dans le corner, je ne me dis pas est-ce qu'il va faire un airball ou est-ce qu'il va faire ficelle.
Hein, voilà, on a gagné en confiance sur Alex Caruso, j'ai regagné en confiance sur Cason Wallace offensivement, qui Ouais. lui aussi a retrouvé un petit peu d'adresse. Mais voilà, je parlerai du retour de l'adresse à 3 points juste après. Mais effectivement, sur ce côté-là, je trouve que voilà, potentiellement, tu peux avoir une multitude de profils. Et après, pour conclure sur cette line-up à 2 intérieurs, je trouve qu'effectivement, tu as une problématique de l'utilisation offensive de Chet qui était déjà soulignée les rares fois où il jouait avec Jalen, et qui était un petit peu utilisé comme un ailier, c'est-à-dire qu'il était dans l'aile et qui faisait pas grand-chose. Là, je trouve que tu l'utilises un petit peu mieux aussi parce que le passing d'Hartenstein est meilleur, mais c'est toute la problématique d'avoir 25 matchs et que, et encore 25 matchs, et quand les deux sont là, ce qui est pas toujours le cas, c'est que il va falloir trouver des solutions, il va falloir trouver des go-to-play, et pour l'instant, tu n'en as pas forcément. Il faut que les deux continuent d'être dans des situations où ils vont s'apprivoiser. Et là, pour le coup, plus les matchs avancent, plus il va falloir que ça s'apprivoise vite parce que la marge d'erreur, on va dire, va très vite se réduire à partir du moment où tu es au mois d'avril. Ouais, ouais, parce que le premier tour, ça risque d'être quand même plus compliqué que l'année Que l'an dernière. dernier. Ouais, c'est sûr. Ouais. Non, ouais, t'as raison, faut trouver ces go-to-play, même s'il y en a en développement, hein, pick and roll entre les deux, poste haut, poste bas, un peu comme Mobley, Allen font, etc. Il y a des choses en développement, hein, mais je suis d'accord avec toi, ouais, que il y a encore du boulot, ouais, pour les deux. Après, on a parlé des role-players. Moi, du coup, c'était un point que je voulais aborder, peut-être avant l'adresse. J'ai noté garder la confiance des role-players. Parce que actuellement, globalement, tes role-players sont devenus bien plus intéressants qu'à certains moments, on se demandait s'il fallait trader, si on allait retrouver des tirs, etc. On a déjà parlé d'Alex Caruso un petit peu, qui est qui là actuellement le joueur que tu voulais quand t'as tradé ou quand tu l'as signé entre guillemets. Voilà, déjà rien que ça, c'est déjà très bien. Défensivement très bon, offensivement plus handicapant et capable de mettre des tirs. Il y a une action contre, je sais plus où, ça doit être contre les Wolves, je pense, où il traverse le terrain, il fait la remise en jeu, Shea est bien défendu, il fait la passe à l'intérieur, il traverse le terrain pour aller marquer de l'autre côté. Je dis, ah bon, Ouais, contre les Wolves, je crois. j'ai dit, bon, ça va, c'est qu'il va mieux physiquement déjà pour faire ça, parce que voilà. Et non, après, tu sens qu'il a repris confiance en son jeu, en son tir. Il a dû bouffer un peu de série de tirs pendant le break quand même. Et même globalement, c'était revenu avant, mais là encore plus. Donc ça, gros point positif. Cason Wallace met un peu moins dedans de loin récemment, mais alors sur le reste du jeu offensif, honnêtement, c'est très très bien. Sur les cuts, c'est une stat qui est sortie hier sur Twitter, il était à 1,7 points par possession à un moment. Tu dis, c'est élite de chez élite. Il est très très bon sur quand il est passé dans le dunker spot, sur cut, etc. Il a quelques capacités pour driver, notamment sur des transitions, il peut bien finir, etc. Je parle pas de l'action sur son frère où il le cross, mais des vraies situations. Donc non, Casson là est vraiment très très bien en ce moment offensivement, j'aime vraiment bien. Isaiah Joe retrouve son tir aussi. Là, avant qu'il se blesse cette nuit, c'était l'Isaiah Joe Prime, j'ai envie de dire. Même s'il mettait pas tout, il était tellement agressif pour trouver ses tirs qu'il était bien. Dort était moins bien. Il a remis dedans, donc il va être sur une série positive. Là, il va faire 4 matchs, là, attention. Ouais. Hein. Selon le théorème de Dort, là, ça devrait enchaîner les prochains. Là, les 2 semaines à venir de Dort, là, il est à 45% à 3 points. Et puis après, il y a du Aaron Wiggins, quoi. Enfin, là, on est quand même... Alors, depuis qu'il était nul... Depuis le mois de décembre, là. Depuis que tu es tapé dessus quand on a fait l'épisode d'in-season. Ouais, à chaque fois on dit ouais, il est en feu, machin, mais en fait là, on commence à dire c'est plus qu'il est en feu, quoi. Ça fait longtemps là. Hein. C'est que il y a un moment, on va voir s'il confirme ça au plus haut niveau et contre des bonnes équipes, etc. Mais là, c'est ta troisième option en fait, voire deuxième par moment. Enfin, franchement, c'est le deuxième joueur en qui tu as le plus confiance offensivement. Ouais. C'est ce qu'on disait en off, il y a des moments où tu lui donnes peut-être plus la balle qu'à Jalen Williams pour mettre un tir ou créer un panier. Alors, il est favorisé parce qu'il a jamais un des meilleurs défenseurs adverses sur lui. Il est favorisé parce qu'il joue contre des bancs des fois, etc. Ok. Mais il y a des moments, il est là dans le clutch, il est là sur des moments où OKC est dans le mal, il met des tirs, où il va faire des trucs tout seul. Puis vu la complexité des choses qu'il fait des fois, ça peut être à peu près n'importe qui en face que, bon, je suis pas sûr que ça change grand-chose. Et puis, ouais, il y a un côté surconfiance, c'est sûr, mais là, je trouve que la progression sur cette année, en cours d'année même, est fulgurante, quoi. Ouais, tu t'attendais pas à ce qu'il puisse produire ça en un temps de jeu qui reste quand même bon, mais pas non plus
Ah, il joue de plus en plus quand même. Je Ah, et réfléchis. que ça commence à bien monter. Hein. Il commence à bien monter. Mais a Le raison, hein. minutage. Ouais, a raison, hein. Parce que Donc, prends ouais. si tu prends le match où son season low, donc son total le plus bas en termes de minutes, c'est le match face à Indiana où il joue 5 minutes et quelques. On se dit, bon là, ça y est, Wiggins, il sort de la rotation complètement. Depuis ce match-là, ça fait quand même 30 matchs, c'est un bon échantillon. Hein. C'est plus de la moitié de la saison jouée. Il est à 25 minutes de moyenne, 54% au tir, 39,4% à 3 points sur 4,7 tentatives. Il a 3 rebonds, il est à 2 passes, il a plus de 14 points de moyenne. Alors là, je suis Énorme. désolé, Aaron Wiggins, là pour le coup, quand tu es sur une moitié de saison, enfin c'est plus qu'un coup de chaud. C'est pas le Aaron Wiggins de l'an dernier où tu le voyais 12 minutes, où il tournait à 50% à 3 points sur un volume qui était faible. Là, Aaron Wiggins, il est sur, attends, je vais te retrouver la stat, il est sur 13 matchs de suite à 10 points ou plus. 13 matchs de suite à 10 points ou plus. Et sur ce stretch-là, il y en a 5 à plus de 20 points, dont le match à 41 face aux Kings qui n'a absolument aucun sens. Mais voilà, je trouve que Aaron Wiggins, tu vois, tu parlais du fait qu'on avait confiance en lui. Le match face à Brooklyn, J-Dub en première mi-temps, J-Dub est nulle part. C'est Aaron Wiggins qui est en relais de chez au scoring sur la première mi-temps. Si OKC prend pas Ouais. l'offensivement, c'est parce que tu as Aaron Wiggins qui est capable de mettre des paniers. Il me fait un peu penser honnêtement à la saison rookie de J-Dub. C'est-à-dire qu'il est très agressif au cercle. C'est l'un des seuls qui arrive quand même à être agressif au cercle et qui arrive un petit peu à se créer son tir ou qui est capable d'alterner entre l'agression de cercle en tant que porteur de balle et d'un jeu off-ball où il est capable de se faire oublier, où il est capable de sanctionner sur des cuts. C'est un peu, voilà, c'est un peu la version rookie de J-Dub en moins athlétique, mais c'est sur ce côté-là où je me dis, tiens, Aaron Wiggins, pour le coup, est vraiment très intéressant, même défensivement. Hein. Franchement, défensivement, début de saison, c'était cata, là, il a fait de gros progrès, donc non, moi, c'était un point que je voulais souligner, c'était plus d'Aaron Wiggins avec la seconde unité. Alors, pas plus de temps de jeu pour Aaron Wiggins avec la seconde unité, parce que c'est déjà le cas. Finalement, il rentre milieu de premier quart. En gros, il accompagne Shea sur les dernières minutes du premier quart, il accompagne la seconde unité sur les premières minutes de la seconde. Mais je trouve que, tu vois, on est sur des passages de seconde unit où, même avec le retour de Chet, je trouve que J-Dub est vraiment en mode solo. Un peu trop, je vais essayer de créer mon tir tout seul et je trouve que c'est très dommageable quand tu as potentiellement un joueur comme Aaron Wiggins qui est capable de le suppléer. Donc moi, c'est plus que le minutage vraiment avec la seconde unit, c'est vraiment, ouais, j'ai envie de voir des situations de jeu à deux entre J-Dub et Aaron Wiggins ou Aaron Wiggins en tant que porteur de balle qui fait un jeu à deux avec Chet ou avec Cason Wallace. C'est plus ces situations-là où je me dis, Aaron Wiggins, en fait, plus la saison avance et plus déjà il peut te résoudre certaines problématiques de scoring en termes de sortie de banc. C'est peut-être lui finalement ton scoreur en sortie de banc que tu réclamais depuis près de 2 ans. Et de l'autre côté, bah, c'est un joueur potentiellement qui peut t'amener des paniers un peu inattendus sur des fins de match serrés, là où les défenses sont complètement focus sur Shea ou sur J-Dub. Ouais, mais lui, typiquement, sortie de banc en playoff, il te met 20 points en facteur X et puis tu gagnes un match. Hein, parce qu'il a fait ça. Et c'est peut-être maintenant l'un des seuls à pouvoir le faire. Hein. Un Joe, ça sera un profil différent s'il met 7-3 points sur un match. Bon, ok. Lui, c'est vraiment sorti de nulle part. Tu lui donnes la balle. Il sauve le basket, quoi. Comme Il y a, comme... il y a, il y a de l'autocréation, ce qui n'est pas le cas Ouais, pour le c'est Joe. ça. En fait, c'est surtout ça que c'est un des seuls de l'autocréation. Et tu vois, je fais le lien avec ce que tu dis, mais en point un peu supplémentaire en toute fin d'épisode, je m'étais noté de quand même parler du manque de playmaking et du retour potentiel de Mitchell qui pourra arriver prochainement et qui peut-être pourrait t'aider dans cette voie-là pour J-Dub, notamment en sortie de banc et voir comment lui pourrait se réintégrer. Mais effectivement, Wiggins, à ce niveau-là, donnez-lui des ballons. Donnez-lui des ballons, il en fait toujours quelque chose. Hein. Et je trouve, alors, bon là il met tout, donc il est agressif pour tirer, mais j'ai pas tendance à croire qu'il va prendre que des mauvais tirs ou oublier ses coéquipiers non plus, quoi. Oui. Franchement, je pense qu'il est capable de faire quand même des bonnes passes et de jouer correctement, de faire les bons choix. Et puis, défensivement, même s'il est moins bon qu'un Cason, par exemple, il est quand même plus grand. Et ça peut jouer aussi potentiellement sur certaines match-ups d'avoir un joueur qui approche les 2 mètres, quoi, plutôt qu'un joueur qui fait un 91, même s'il a des bras immenses, ça joue quand même un petit peu, ça joue quand même un petit peu sur cet aspect-là. Et puis, enfin, il n'y a rien d'autre à dire, en fait, c'est que le gars te sauve plusieurs matchs d'affilée, apporte un vrai boost offensif à chaque fois, un truc que tout le monde attendait et que fallait trader pour, etc., comme tu l'as dit, lui, il arrive à te le produire pour le moment, alors peut-être pas autant que tu voudrais, mais honnêtement, là, ça commence d'être vraiment pas mal. Et puis, et je le redis, bon, Joe, encore une fois, il fait que ça, donc c'est différent. Mais lui, il peut prendre de la quantité. Tu vois, on en avait beaucoup parlé l'année dernière en playoff, notamment.
lui, il peut prendre de la quantité en tir et de la Mm. variété aussi. Donc, Mm. ça, c'est quand même très bien d'avoir ça. Ouais, je suis complètement d'accord avec ce que tu as dit, à tel point où je me demande, tu vois, on parlait du cinquième titulaire, est-ce que ce serait pas lui finalement dans En des... vrai, pour moi, c'est lui. C'est juste que tu dois le faire sortir du banc pour qu'il ait des situations avec de la responsabilité, tu vois, Ouais, pour le ouais, ouais, maximiser. ouais. Comme Schroeder en sixième homme, quoi. Enfin, à l'époque, Mhm. si tu veux. C'est dans ce Mhm. sens-là. Mais tu vois, enfin, franchement, je pense qu'à terme, enfin, si tu devais me demander qui serait le joueur que je préfère en tant que centième titulaire, je te dirais quand même Kayson Wallace. J'avoue que j'aime toujours beaucoup cette itération de 4 relatifs extérieurs avec Chet un peu en point d'ancrage dans la raquette parce que Mm. tu es plus agressif. C'est plus le schéma défensif que tu as vu en début de saison qui m'a séduit plutôt que le schéma à 2 intérieurs qui me séduit un peu moins, on va dire. Mais voilà, je trouve que Aaron Wiggins est très satisfaisant. Et potentiellement, encore une fois, tu peux arriver dans une situation où tu es, au mois d'avril, tu es au mois de mai, tu as une rotation à 8 qui est solide, quoi, parce que tu as Aaron Wiggins, tu sais qu'il peut jouer 30 minutes s'il y a un match où offensivement il met dedans. Et comme tu l'as dit, je trouve que dans l'autocréation, il a toujours été très bon. Bon, il a toujours été plus bon que les autres joueurs du roster Ouais. en sortie de banc d'OKC, mais là, il est complètement en train d'exploser. Si vous prenez ses pourcentages de paniers assistés au cercle, il est dans le 31e centile au niveau des ailiers. Donc, finalement, il y a une majeure partie des ailiers qui fait mieux que lui, mais il n'y en a pas tant que ça. Donc, ouais, il a de la variance au niveau des types de tirs qu'il peut tenter. Il est capable d'évoluer sur catch and shoot. Il est capable d'avoir son petit reverse. Il est capable d'avoir un espèce de turnaround, layup pour finir, où il est capable de. Un peu la toupie, tu vois. C'est vraiment le spin pour finir avec la planche. Donc, non, je trouve qu'il a des go-to moves et vraiment, Aaron Wiggins, c'est une grosse satisfaction de cette, allez, ce deuxième tiers de la saison, on va dire, à partir du moment où tu passes à l'année 2025 et que finalement, Ouais. il a un apport qui est inattendu et qui pourrait être extrêmement précieux pour le Thunder. C'est vrai que le premier tiers était moyen, et là, le deuxième tiers et le début du troisième tiers est très bon. Mm. Mm. Effectivement, ouais, on peut le diviser comme ça. Ouais. Tu voulais parler de l'adresse parce que voilà, moi, c'était globalement garder la confiance des role-players qui sont en train d'augmenter, mais ça va avec l'adresse, quoi, concrètement. Oui, bah, c'est un point de toute façon qu'on a déjà un peu évoqué quand Mm. on a parlé d'Alex Caruso, quand on a parlé de Cason Wallace et d'Aaron Wiggins. Mais quand on a vu le début de saison, on était relativement inquiet sur les problématiques de spacing du côté du Thunder. On reste toujours un peu inquiet, notamment quant à la line-up à 2 intérieurs, même si voilà, je trouve que Chet, sur les derniers matchs en tout cas, faisait des efforts pour essayer d'augmenter son volume à 3 points. À vérifier parce que on a déjà vu des matchs où Chet c'était une gâchette au niveau de la mécanique de tir. Au match d'après, c'était une tortue. J'ai l'impression que la mécanique est un poil plus rapide. Ouais, il y Après, a eu une action qui a fait jaser là où face il aux fait un Wolves, peu, là, ouais, où il fait un peu, c'est Batum qui fait ça souvent, où il le l'attrape, no deep, le no ouais, deep 3. où il l'attrape direct en haut, il tire, enfin, bon, c'est s'il arrive à faire ça, par contre, c'est très solide, mais S'il fait des no deep free, effectivement, s'il l'attrape comme ça et qu'il l'envoie ouais, directement, ouais, bah, les défenseurs, ils ont plus le temps de sortir, effectivement. Ça mm, va être un shoot grand ouvert. Mais voilà, au-delà du fait que Chet ait pu ou non un petit peu accélérer sa mécanique de tir. Je trouve que sur l'adresse à 3 points, enfin voilà, OKC est la meilleure attaque de NBA depuis le passage à l'année 2025. J'ai pas vérifié, mais au moment où j'ai tweeté, après le premier match face aux Wolves, OKC avait la meilleure adresse à 3 points de toute la NBA sur l'année bon, 2025. Je c'est pense très que probable ça, ouais. c'est probable, mais même si le match face à Minnesota a un petit peu piqué. Non, OKC est toujours premier. Là, je viens de vérifier en direct pour vous. Denver est deuxième. Voilà. Et Phoenix est troisième, alors qu'ils ont gagné 13 des 28 matchs depuis le début de l'année Oui. 2025. C'est compliqué pour Phoenix. On salue KD. Mais non, mais je trouve que voilà l'adresse à 3 points qui correspond aussi plus ou moins à une baisse de volume. On va être très honnête. Hein, l'échantillon. Alors, pas le match face à Atlanta cette nuit, parce que Atlanta, tu es à 23 sur 50. Donc, tu as pris beaucoup de 3 points sur ce match-là. Et sur les autres matchs, je trouve que tu as un petit peu réduit le volume et que finalement, il y a un retour de l'efficacité. Donc, ce qui est intéressant aussi, je trouve, c'est que cette augmentation d'efficacité, elle ne vient pas que d'un joueur qui prend du volume à 3 points et qui tourne à 48%. Tu vois, tu es 38,5% en tant qu'équipe à 3 points depuis le passage à l'année 2025. Mm, C'est mm. pas parce que tu as Lou Dort qui est à 50% sur 6 tentatives. C'est parce que Caruso est à plus de 40, parce que Isaiah Joe est à plus de 40, parce que Kayson Wallace est à 38, parce que Shea finalement met un peu dedans. Le seul qui met pas dedans, c'est J-Dub. Bon, c'est toute la problématique J-Dub. Mais voilà, je trouve que l'augmentation du volume à 3 points fait beaucoup de bien. Et du coup, cette augmentation du volume à 3 points fait que OKC
est quand même capable de te mettre des cartons offensifs là depuis quelques matchs là. Hormis le dernier face aux Wolves, hormis celui que tu perds face aux Wolves, tu es toujours aux alentours des 125, des 130 points. Enfin, vraiment, tu mets des gros cartons offensifs et c'est un peu rassurant. Tu vois, tu parlais du fait, on se demandait si on préfère l'itération plus défensive ou plus offensive. J'ai envie de dire que si on boit le verre à moitié plein, on peut se dire qu'OKC est capable de gagner des matchs de tous les types de manières différentes. C'est-à-dire un match hyper serré où c'est du jeu de possession, où chaque panier est important, tu es capable de le prendre. Finalement, un match où c'est une espèce d'explosion offensive, tu es aussi capable de le gagner parce que tu es capable de suivre le rythme offensivement. Ce sur quoi on avait des craintes, notamment le match face à Cleveland, par exemple, le premier match face à Cleveland que tu perds, tu te demandes est-ce qu'on est capable de tenir le rythme offensif, est-ce qu'on est capable de suivre le rythme offensif des grosses attaques, ce qui n'est plus trop une question que tu te poses aujourd'hui. Non, ouais, t'as deux arcs. T'as l'arc où on gagne en prenant moins de 100 points et en mettant 105, 110. Et là, t'es à l'arc où on gagne en mettant 130 et en prenant 110. T'as les deux arcs différents, non, c'est sûr. Ouais, je suis d'accord avec toi que bah, cette augmentation des pourcentages à 3 points a quand même débloqué beaucoup de choses et a beaucoup rassuré pour la suite. Bah, en playoff, t'auras pas des matchs autant d'attaques que ce qu'il y a actuellement, où là, je trouve que les défenses, contre Brooklyn ou contre les Hawks, là, ouais, enfin, je sais pas si ça attaquera autant en playoff. Enfin, j'espère, je pense qu'OKC défendra un peu plus que ce qu'il fait maintenant, honnêtement, dans l'agressivité. On verra, il y aura peut-être des matchs au scoring. Mais là, contre Atlanta, par exemple, des moments, ça défendait pas trop, quoi. T'avais un panier, ça repartait de l'autre côté. Bon, bref. Mais ouais, c'est quand même très rassurant dans des futures confrontations. Oui, on l'avait vu, Boston, le gros match que tu gagnes, et ben, c'est parce que tu te mets à défendre, ou alors tu les laisses tirer à 3 points, ils mettent pas dedans, selon comment tu vois les choses. Mais en gros, tu remontes comme ça. Cleveland, on perd parce que celui où on perd, parce que celui où on gagne, bon, il n'y a pas grand chose à dire. Et tu gagnes, bon, tu vois, c'est la version ultime. Tu vois, tu parlais des matchs où la défense était élite, où l'attaque était élite. Voilà, c'est le match face à Cleveland, le deuxième. Celui-là, mais celui où tu perds, ouais, effectivement, t'avais l'impression d'être un peu en sur-régime offensif. C'est un peu comme, si je fais un parallèle, c'est comme quand la France joue les États-Unis au JO, où tu es en sur-régime sur la finale, tu vois. Là, je parle actualité Netflix, tu es un peu en sur-régime, et Batou me le dit. Et c'est vrai, tu es en sur-régime, et le moment où tu mets plus de tir, où tu plus les ressources, il faut que tu arrives à défendre, etc. Donc là, c'est vrai que tu as prouvé que tu étais un petit peu plus capable de tenir ce rythme-là, que tu avais on a dit avec Wiggins avant, mais au global, des joueurs capables d'un peu plus s'apporter qu'à certains moments où c'était lâcher dépendance poussé à l'extrême, hein, à un moment. Franchement, il y a des moments, c'était tout par lui, quoi. S'il mettait pas ses 35 pions, et encore 35, je tape bas. Je pense que le paroxysme de lâcher dépendance, c'est le match que tu perds à Golden State. C'est le lâcher dépendance. Il n'y a que Joe qui met des tirs. Encore, c'est des passes de Shea où Joe met les tirs. Mais c'est le match où tu te dis, waouh, il n'y a plus rien, quoi, à côté. Et puis, alors, je suis assez d'accord avec vous pour vous citer dans le power ranking que vous avez fait à Dunk Hebdo, où vous avez dit J-Dub, c'est peut-être le facteur X des playoffs, notamment pour OKC, mais au global, parce que si c'est une vraie deuxième option, tu vas vraiment loin. Ça, je suis entièrement d'accord. Mais si t'as, au-delà de chez, tu as 5 joueurs qui régulièrement t'apportent très bien offensivement, ou tous les matchs, tu as 5 joueurs, même s'ils changent, qui sont très bons, et ben, tu as peut-être moins besoin d'une deuxième option aussi forte que on espère J-Dub pourra être, quoi. Enfin, je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais t'as pas besoin d'avoir un Jalen Brown des Boston Celtics de l'année dernière en playoff si tu as pas mal de joueurs qui t'apportent ce boost offensif. T'as peut-être pas besoin d'avoir J-Dub en gros à 25 points. Si t'as Wiggins qui en met 15, Joe qui en met 10, Caruso qui en met 8, enfin, j'extrapole le truc, quoi. Mais c'est ce que je me dis aussi dans cet aspect rassurant. Peut-être que ça pourra payer à un moment d'avoir cette profondeur et cette diversité. Ouais, même si je pense que tu auras quand même besoin de J-Dub dans des situations potentiellement de serrées. Je suis d'accord avec toi, les playoffs, ça reste des matchs de gros joueurs, de stars. Surtout quand tu avances petit à petit, au premier tour, oui, je suis d'accord. Hein. Surtout que, tu vois, sur les... Enfin, c'est ce que j'ai dit aussi dans Power Ranking à Duck Hebdo, et c'est aussi pour ça que je suis moins chaud à dire que la moyenne sur Cleveland. J'ai plutôt tendance à accorder plus de confiance aux stars quand tu arrives en playoff qu'aux role players.
Donc surtout que on a le passif face à Dallas l'an dernier où on s'était ramené avec le meilleur pourcentage à 3 points de toute la NBA sur la saison régulière pour voir finalement les Cason Wallace, les Isaiah Joe et les Aaron Wiggins se liquéfier S'éteindre. sur place. Donc voilà, c'est plus sur cet aspect où effectivement pour moi si J-Dub est au niveau de sa saison régulière de l'an dernier, j'y crois pas une seule seconde. Mais si jamais OKC et J-Dub est au niveau de sa saison régulière de l'an dernier, je pense qu'OKC arrive au moins jusqu'au mois de juin. Et je pense que au moins arriver jusqu'au mois de juin, c'est les finales. Et si J-Dub est à ce niveau-là, il y a moyen que tu puisses embêter la personne qui sort de l'Est. Mais voilà, c'est encore une fois, J-Dub détient la clé du sort d'OKC, même si évidemment Shea va avoir son rôle à jouer dans ce qui va se passer à partir du mois d'avril. Mais voilà, t'es dans une optique de peut-être que ça peut marcher avec un collectif très bien huilé, même si tu auras toujours besoin de cette création-là, mais c'est bien effectivement d'être un peu plus confiant ou d'avoir un peu plus de certitude sur l'apport des role-players que ce que ça a pu être le cas durant une majeure partie de la saison. Mais après, ça peut embrayer sur le dernier point que j'avais en tête, mais ça peut aussi s'expliquer par le fait que tu retrouvais des joueurs qui étaient absents depuis un sacré paquet de temps, oui. que tu retrouvais un groupe au complet, ce qui n'est plus le cas, puisque OKC a joué 2 matchs, je crois, au complet. OKC a joué le match face à Utah. Non, 3 matchs. Soit 0, parce que Mitchell n'est pas là. Qui pourrait ouais, mais Mitchell, on va dire, c'est un peu une surprise de qu'il soit dans la rotation. Alors, vraiment au complet, je suis même pas sûr qu'il soit dans la rotation en playoff, comme tu l'as dit. On verra s'il sera réintégré. Mais OKC a joué le dernier match face. Mais non, il n'y a même pas Cason Wallace. Donc, OKC a vraiment joué que 2 matchs au complet. Un ou deux, ouais. Le premier face à Utah. Enfin, le premier en sortie de break face à Utah et le premier face à Minnesota. C'est 2 matchs au complet de toute la saison. Je ne sais pas si on se rend compte du fait que tu es en 48-11 avec OKC qui a joué 2 matchs au complet toute la saison. Et c'est un petit peu, moi, ce qui m'embête, c'est que quand on avait fait le bilan de mi-saison et quand on avait, je ne sais plus dans quel épisode on avait évoqué le retour de Chet, c'est peut-être le bilan de mi-saison où on avait dit maintenant, tu es dans une optique de trouver des certitudes. La fin de saison, elle va t'aider à trouver des certitudes, elle va t'aider à essayer de voir comment ce groupe au complet peut évoluer. Finalement, tu peux toujours pas le faire puisque tu vas perdre Chet, on espère pour pas trop longtemps avec la cheville, parce que Isaiah Joe, même si ça n'a pas l'air trop grave, a mal au dos. Enfin, tu as toujours des petits bobos par-ci par-là, ce qui fait que tu n'arrives pas vraiment à trouver d'une part une certaine durabilité ou une certaine régularité par l'enchaînement des matchs. Et de l'autre côté, tu arrives avec assez peu de certitude parce que tu n'as jamais ton effectif au complet et tu peux jamais totalement expérimenter ce que tu veux expérimenter. Donc moi, vraiment, mon attente pour la fin de saison, c'est quitte à pousser, comme tu l'as dit, sur la fin avril. Allez, je dis pas de jouer le dernier match de saison régulière parce que ça sert jamais à grand chose. Hormis l'an dernier, de jouer le dernier match de saison régulière, sauf vraiment si tu es en bataille avec Cleveland et que tu dois absolument pas le perdre. Mais j'aimerais bien qu'OKC, tu vois, fin avril, tu reçois 2 fois de suite les Lakers. J'aimerais voir OKC au complet jouer ce match en tant que tel. J'aimerais pas que les 2 dernières semaines d'avril soient considérées un petit peu comme du repos et potentiellement, et mon souhait ultime, ce serait que tu joues un petit peu ces 2 dernières semaines d'avril comme si c'était un espèce de préparatif des playoffs avec un groupe enfin au complet. Répétition générale, quoi, C'est ça. avant la représentation. Non, en vrai, c'est déjà, oui, de récupérer des joueurs, c'est quand même agréable parce que c'est toujours mieux de gagner des matchs avec Chet qu'avec Dillon Jones, faut le dire, de le voir sur le terrain, c'est quand même plus agréable. Le point positif à ça, c'est que tu t'es adapté toute la saison, tu as pu faire progresser des joueurs, les faire rentrer dans la rotation, etc. Donc même si tu as une absence, en fait, tu arrives à te débrouiller assez facilement. Mais maintenant, en playoff, oui, OKC a de la marge sur l'Ouest potentiellement vu le classement, etc. Mais en playoff, ça n'existe plus, ça. Au playoff, il faut que tu prouves que tu es meilleur que le gars en face de toi. Il faut que tu aies toutes tes forces si tu veux aller au bout. OKC n'a pas de marge sur Cleveland et sur Boston, hein, ça c'est évident. Et je pense qu'il y a des confrontations à l'Ouest qui peuvent nous poser problème dans une moindre mesure. On verra, on en discutera pas mal de fois. Mais tu as besoin d'être au complet, ouais. Tu as besoin d'avoir toutes tes armes. Et honnêtement, moi, il y a un sentiment que j'ai aussi, c'est que pour une fois, j'ai envie de pas avoir de regrets. Parce que toutes les saisons où OKC était vraiment destiné à faire les playoffs, l'année dernière, c'est différent parce que tu t'attendais pas à être là. Au début, on s'attendait pas à être là. Là, tu t'attendais à être là. Tu as l'effectif qui a été construit et adapté par rapport à l'année dernière pour aller plus loin.
bah, j'ai envie de dire, ok, on a tenté, on avait toutes les forces disponibles, même pour l'intersaison de future trade, ce que vous voulez, ça peut être intéressant d'être là, d'avoir des vraies choses qu'on a vues avec l'effectif au complet. Pas, ah, il y a eu lui qui était blessé, ah, en fait, on était trop fort, mais comme en 2013, il y a machin, il s'est blessé, comme, enfin, moi, c'est ça, et je veux pas avoir de regrets là-dessus, et on a parlé de certitude, mais tes certitudes en playoff, si t'es au complet, déjà, elles sont multipliées par 100, les certitudes que tu as. Ah, bah en fait, non, les roleplayers, ils sont toujours pas capables de mettre des tirs. Ah, en fait, non, Hartenstein Shed, ça marche pas, ou ça marche. Bon, ça c'est x100 en playoff, parce que c'est là que tout se joue, c'est là que les équipes poussent à l'extrême les curseurs de l'adaptation, comme avec Didi l'année dernière, concrètement. Donc ouais, c'est pour ça qu'il faut aussi être en santé, parce que tu as besoin, après cette saison régulière-là, d'être au playoff en 100% pour tester ça au mieux. Et puis bon, après, non, je suis d'accord avec toi, quoi, que ça devient, il n'y a pas d'urgence, mais ça devient chiant, en fait, que tu ne sois jamais au complet, que Chet est un bobo, qu'Hartenstein prenne un coup dans la tête et ne joue pas la fin du match, que machin. C'est une accumulation de petits trucs, quoi. Et tu commences à faire encore. Franchement, c'est le match face à Atlanta, c'est un des rares matchs que j'ai pas vu en direct. Je me réveille ce matin, bon, je vois le score parce que j'aime bien me faire spoiler au réveil. J'aime pas regarder les matchs en différé. Ouais, je fais pareil. Je suis en mode, on a gagné ou pas. Je vois Chet 14 minutes, je suis en mode, oh, il s'est passé quoi encore? Ah, vraiment, c'est l'accumulation de sérieusement. C'est combien de fois là, les petits bobos là, les Caruso injury. Non, et puis Chet, c'est encore plus drôle parce que on pensait qu'il allait pas jouer comme il avait mal au mollet. Tu te réveilles, tu vois, ah, il a joué. Ah, mais attends, il a pas joué beaucoup. C'est l'ascenseur, quoi. Non, après, il n'y a rien de grave pour l'instant. Voilà, tant qu'il n'y a rien de grave pour l'instant, Chet, ça risque de pas être forcément trop grave normalement. Bon, voilà. Mais ouais, quand même, ça commence de faire beaucoup. L'année dernière, on avait été bénis des dieux, j'ai envie de dire, par les blessures. Là, on paye un peu le contre-coup, il faut le dire, cette année. Après, tu payes le contre-coup. Je touche du bois là, voilà. Ouais. Je touche du bois avec J-Dub qui a dû louper 3 matchs et avec Shea qui en a loupé 1 toute la saison. C'est-à-dire que tu as des problèmes de blessure, mais tu as des problèmes de blessure sur tes role-players, on va dire, ou sur tes troisième meilleurs joueurs, ou Chet, voilà, ou Hartenstein. En gros, sur tes titulaires, mais qui sont pas tes titulaires les plus importants. Ta superstar passe quand même la saison à être en santé. Vous regardez les équipes, je sais pas, vous regardez, bon, Cleveland, ils sont en santé, mais vous regardez Memphis, vous regardez Philadelphie, c'est le meilleur exemple que tu puisses trouver. Les stars même sont les pas toujours en Lakers santé. maintenant, face à Luka a loupé pas mal de matchs, par exemple, aussi. Ouais, voilà, ou Dallas, tu vois, avec Anthony Davis. Voilà, au moins, tu as cette chance d'avoir un rôle, enfin, d'avoir une superstar plutôt, qui n'a pas loupé, enfin, qui a loupé quasiment un seul match jusqu'ici. Ouais. Donc ça, c'est touchons du bois, invoquons nos prières pour que tout le monde arrive bien en forme. Hurley n'est pas là, ça va. Ouais. Normalement, tu rejoues pas John Collins. Ah si, tu rejoues l'avant-dernier match de la saison, tu joues Utah, mais je suis pas sûr que John Collins jouera l'avant-dernier match de la saison. Il va pas mettre des high kicks dans le mollet de Shea, ça devrait aller. Voilà, bon, Shea, on a remarqué que, tu vois, il fait un peu comme KD de l'an dernier, c'est que je pense qu'il a peur de se bouffer à contact, du coup il saute même pas pour prendre le rebond. C'est pour ça qu'il prend pas un rebond là sur la période. Il saute pas au rebond défensif. Il est vraiment. KD avait fait une interview l'an dernier où il lui avait posé la question pourquoi t'es resté en santé cette année, parce qu'il a dit je me tiens éloigné des joueurs qui mettent des pieds dans les chevilles ou sur qui je retombe. Ils les connaissent ces joueurs. Il fait pareil. Bien sûr. Ils savent qui sont les joueurs en plus qui font ça. Bon, on joue pas Andrew Wiggins non plus, c'est bon. Non, c'est bon, Miami c'est fini. C'est fini. On n'a plus Miami. Bon. Puis on la croisera plus la saison, je pense. Non, normalement non. Normalement c'est bon. Constant, est-ce que tu avais d'autres points à aborder ou on a fait un bon tour? Ah si, il y en avait un dernier que j'ai noté. Il faut quand même qu'on parle des Sixers. Les pics de draft. Là, on est back to 2022. Nous attend de fin de saison. Regardez les fins de saison des autres équipes. Non, mais on n'en a pas trop parlé parce qu'on en parle beaucoup. On en a parlé à... Moi, le dernier point que je voudrais évoquer, parce qu'on en a déjà parlé aussi quand on a fait pour ranking à 2 Kebdo, mais J-Dub, va falloir trouver un rythme quelque part, va falloir trouver une étincelle, je sais pas où, mais franchement, c'est dur. C'est très, très dur. Ce qui m'embête, c'est qu'il y a des matchs où off-ball, tu sais, en spot-up shooter, très bon, des fois parfait. Il y a des matchs, je crois que c'est Brooklyn, il met 2-3 drives, il gère très bien la seconde unité au 4e quart-temps et tout, trop bien. Et il y a des matchs, il y a rien. Enfin, il y a rien. Oui, enfin, c'est. Franchement, il y a rien. Il défend, mais il y a rien en attaque, quoi. Hormis ses spots forcés, quoi.
Ouais, il y a ces mid-range un peu forcés qui passent pas tout le temps. Il y a, ouais, c'est un peu c'est en dilettante, quoi. C'est haut et bas, plus bas que très haut d'ailleurs, on va dire. Oui. Ça descend plus bas que ça monte, on va dire. Ouais, je sais pas, ouais, c'est pas une grande saison. On se projettera plus tard pour lui, mais est-ce que c'est une saison un peu en retour en arrière pour rebondir et trouver d'autres solutions? Est-ce que ça arrive, ça, pour certains joueurs, hein? Là où il Hmm. était surefficace avant et tu avais des certitudes, là, il va devoir peut-être se réinventer un petit peu, peut-être à l'intersaison. Hmm. Après, là, encore une fois, hein, le juge de paix de J-Dub, il est dans 1 mois et demi. Voilà, on l'a dit Bah, tout à l'épisode, mais s'il nous fait l'inverse de l'an dernier, où il est moi, je pourri, crois, hein. où il est moyen en saison régulière et où ça redevient un shotmaker d'élite en playoff, vas-y, hein, franchement, il n'y a pas de Ouais. problème. Il nous fait une saison, c'est la Jamal Murray inversée, tu vois, c'est de 2023. C'est genre saison régulière 30 kilos, et puis en playoff, hop là, je suis un joueur, je suis un top Tu 20 vois? NBA. Donc, Je demande que ça, je demande ah que ça. bah, bien sûr, bah, en tout cas, on se le souhaite, mais non, non, mais J-Dub, ouais, j'avoue que c'est compliqué. Après, on va être très honnête, c'est la première saison où il franchit un obstacle, tu vois? Ça faisait 2 ans qu'il progressait, on lui mettait des barrières, il arrivait à les franchir. Toutes les progressions sont pas forcément linéaires. Même un Shai, Mmh. hein, finalement, a connu une, première partie de saison 2021-2022 qui était quand même extrêmement compliquée, avant de trouver finalement son style. Et peut-être que ce qui manque à J-Dub à l'heure actuelle, c'est de trouver vraiment son style en attaque et de trouver, des certitudes autres que juste: «Je suis un shotmaker d'élite» comme l'an dernier. Ce qui est fou, c'est qu'on dit ça sur sa première saison All-Star. Ouais, mais il est All-Star pour le bilan. Il est All-Star pour Ouais, le mais bilan. bon, il a quand Il est même des All-Star pour de stats, il a mauvaises quand même des raisons. trucs, ouais, bon. Mais quand même, quoi, tu vois, tu te dis le gars est All-Star et on dit, bah, pas ouf. Ouais, mais enfin, tu vois, il y a beaucoup moins de situations où l'an dernier, enfin, les 4e quarts de J-Dub, c'était quand même assez exceptionnel. Ouais. Tu plus ça du tout. Même des fins de match l'an dernier où il outplay, chez, fin de match contre les Celtics sur le match que tu gagnes, où c'est lui qui termine le match. Enfin, il y a plus ce J-Dub là. Ou en tout cas, pour l'instant, il y a plus ce J-Dub là. Et tu parlais du fait qu'on l'évoquera, potentiellement dans les semaines à venir, mais on l'évoquera très vite, dès que la saison du Thunder sera terminée. Donc, au mois d'avril, au mois de mai, au mois de juin, ça, on sait pas quand. Mais quand tu vas avoir l'extension de Chet et quand tu vas avoir l'extension de J-Dub qui arriveront cet été, bah, on va se poser des questions. Et je pense que notre avis, ou en tout cas notre opinion sur la future extension de J-Dub, va beaucoup dépendre de ce qui va se passer en play-off. Bah, presque entièrement, j'ai envie de dire. Parce que Oui, oui. franchement, hein, là, à l'heure actuelle, on nous dit contre un max, non. Mais bon, Je si pense c'est qu'il des le plays sera. Je pense que dans tous les oui, cas, il oui, le mais sera. c'est, Dans avec, l'économie actuelle, All-Star, il va être All Defensive, voilà, il oh! va avoir un max. Si, Tu ouais, penses? c'est sûr. Ah ouais, ouais, c'est sûr, c'est sûr. OK. Je te prends les paris. Tu as 3 All Defensive, enfin, tu as 3 joueurs du Thunder qui sont All Defensive avec Lou Dort chez J-Dub. Ils mettent Shai aussi? Ah, c'est sûr, ils vont mettre chez. Shai qui Tu est c'est ton, combienième défenseur? Je sais pas, 5e, mais c'est Ouais. celui qui défend le plus de tirs et contrairement à l'an dernier, il défend cette année, ce qui était Non, pas non, le cas l'an franchement, ah dernier. non, par contre, j'ai rien à dire sur le niveau de Shai en défense, c'est juste qu'il y a tellement fort à Ah, il y a côté. tellement mieux dans une All Defensive, Ah, j'aime mais par après, on a parlé du MVP, Shai, est-ce que tu crois au Depoy Dort ou pas? non, non, OK, non. Ça va être Mobley ou Jaren je Jackson Jr. pense. Même Il est-ce est que tu mets pas un Dyson Daniel avant Dort? Moi, non, parce que en fait, Jason Daniels, il fait beaucoup de stocks, on va dire. Après, Oui, vraiment sur de la défense pure, je suis moins fan. Tu vois, je suis limite, d'accord avec toi. tu vois, si on devait faire une All Defensive First Team, et qu'on devait garder le système qui n'existe plus d'extérieur, je me demande limite si je préfère pas un Chris Dunn plutôt qu'un Jason Daniels, parce que vraiment la saison défensive de Chris Dunn est extrêmement sous-estimée. Même ce qu'a pu faire, je sais pas, un Toumani Camara du côté de Portland, enfin, c'est Ouais. très, très fort aussi. Enfin, il y a des clients pour une All Defensive, mais je pense qu'in fine, même le fait que Wemby soit out de la course va pas profiter à Dort. Je pense que Dort aura quand même sa All Defensive First, parce qu'il n'y a pas suffisamment d'intérieurs qui ont été dominants cette année, contrairement à l'an dernier, pour pouvoir faire une All Defensive First avec un ailier et 4 intérieurs. Par contre, il est fort probable pour moi que J-Dub, Shai et Lou Dort soient tous les 3 dans une All Defensive. Je suis tellement d'accord avec, c'est qui? C'est J-Dub qui a dit qu'il fallait un défenseur extérieur et un défenseur Oui, intérieur? un Depoy Franchement extérieur, un Depoy intérieur, ouais. franchement, parce que les extérieurs c'est impossible, en fait, ça, Ah, c'est Gary Payton et Marcus Smart. ouais, enfin, oui et des années où il faut que ça tombe bien, quoi. Parce Oui. que
Donc ouais, c'est pour ça que je suis assez d'accord avec cette tech de J-Dub d'ailleurs. Bon, voilà, on a plutôt fait le tour. Hein. Non, on va pas parler des Sixers, mais surveillons ce Et pic de on draft peut, qui arrive. viteuf. Bon, de toute façon, Non, c'est vite fait. C'est protégé 1-6. Les Sixers, pour l'instant, ont le 6e bilan. S'ils restent comme ça, c'est une chance sur 2 de c'est une l'avoir. chance sur 2. C'est en 7-8, une chance sur 2. Il faudrait pas trop qu'ils descendent, en gros. Potentiellement qu'ils regagnent une place, si possible. Mais bon, avec la blessure d'Embiid, voilà. Saison Qui à passe les jeter pour les Spurs. Sixers. Ouais. Saison Ça à va être jeter dur. pour les Sixers. Et pic de draft, et d'ailleurs, si on nous demande, qui vient du trade de Horford, Théo Maledon, etc. Oui, Vassili Micic, tout ça, Danny Green, ce El Famoso trade de la draft 2020. Mais effectivement, surveiller Philadelphie pour le pic, là c'est du 50-50. Peut-être qu'on refera une loterie en live. Non. Mais ce serait drôle. Alors en live et après. Bon, allez, on se retrouve pour le match 1 des demi-finales de conférence. C'est ça. C'est Boston qui avait fait ça une année 2017. Ils ont le first pick et 30 minutes après, ils gagnent le Game 7 face aux Wizards en demi-finale de course. C'était quand même très rigolo. Mais au-delà de surveiller Philadelphie, surveiller Miami à partir du mois d'avril, puisque de toute façon, ils seront au play-in. Mais si le pick de Miami, si Miami ne va pas en playoff, tu auras leur pick unprotected l'an prochain et le pick unprotected du 8 l'an prochain. Ça peut être quand même très intéressant. Très très bien. Et puis surveiller les Clippers aussi, puisque dans tous les cas, OKC aura le pic des Clippers. Et là, les Clippers, ces derniers temps, ça tourne quand même grandement au ralenti avec la meute derrière qui est en train de les rattraper. Donc, même si les Clippers n'iront pas en playoff, tu n'auras qu'un pic 14 parce que leur bilan est trop fort, mais ça peut quand même être un pic de loterie. C'est pas dégueu. C'est pas dégueu hein, pour si tu piques 2 fois en loterie, tu as moyen de faire des trucs. Ouais, tu trades, mais du coup, tu peux trader des trucs intéressants quand même. Ouais. Allons chercher Cooper Flag. Non, je rigole. Ça, c'est qui? C'est Bill Simmons qui avait dit ça. Ouais. Envoie tous tes pics de draft pour Cooper Flag. Non, donc aussi ça à surveiller les matins quand vous checkez les scores de la nuit ou en direct, allez checker quand même ce que fait Philly, les Clippers, Miami, etc. Parce que Sam Presti nous régale aussi pour le futur dans tous les cas. Toujours après, des pics. Après, on s'est déjà fait avoir une fois par des pics protégés avec le pic des Rockets à la draft 2021. Bon, si on est un peu dans la théorie du complot, comme quoi la loterie est un peu manipulée, j'ai du mal à voir les Sixers tomber en dehors du top 6, mais bon, ça c'est que mon opinion personnelle. On ne dira rien. On ne dira rien. Non, merci beaucoup Constant, merci à tous ceux qui sont arrivés jusque-là, nous avoir écoutés sur cet épisode au final très intéressant et assez long sur toutes nos attentes de fin de saison. On a encore beaucoup d'attentes au final, j'ai l'impression, beaucoup de choses qu'on a analysées. N'hésitez pas à nous suivre du coup partout, toutes les plateformes d'écoute, bien sûr YouTube, Twitch bientôt si on refait des lives, etc. Et puis on vous promet une couverture dans la mesure de ce qu'on peut faire sur la suite de la saison et sur les playoffs. On va faire le maximum, on va essayer d'en faire autant que l'année dernière, on va faire ce qu'on peut. Mais bon, s'il faut faire un podcast après chaque match et qu'on va jusqu'en finale, ça en fait beaucoup à réaliser. Peut-être que s'il y a un match de débrief de playoff, les débriefs sortiront plutôt à 21h qu'à midi. Ouais. Effectivement, ou alors il y aura tous les 2 matchs où on verra comment on fait. On verra. Mais en tout cas, on peut déjà dire sans trop de problème que vous avez vu le stretch de match qui attend OKC. Vous avez vu qu'on a déjà fait des épisodes de ce type sur les gros stretch OKC. Il y a moyen que d'ici 2 semaines, on retrouve pour parler de ça. Et puis normalement, après, il y a un épisode assez fun en prévision des playoffs. On l'a fait l'année dernière, vous vous doutez de ce que ça va être aussi. Avec des petites tier lists et tout, ça peut être assez drôle. Voilà, du coup, en attendant, abonnez-vous partout. Et puis, profitez bien de vos dernières nuits sans playoffs, j'ai envie de dire. Là, pour l'instant, vous pouvez dormir et bientôt, vous ne pourrez plus. Donc, profitez bien et puis à bientôt. Salut. Salut!